vous présente nos invités, le professeur Jacques Bonneterre, président du réseau régional de cancérologie Onco-Nord-Pas-de-Calais. Professeur Jacques Bonneterre, bonsoir. Le docteur Cathy Ardant, gynécologue, responsable de l'unité colposcopie à l'hôpital Jeanne de Flandre au CHRU de Lille. Docteur Ardance, bonsoir. Docteur Fabrice Neslany, chef du service toxicologie à l'Institut Pasteur de Lille. Docteur Neslany, bonsoir. Et le professeur Sylvie Manouvrier-Anu, professeur de génétique médicale à la faculté de Lille et responsable du service de génétique clinique du CHRU de Lille. Bonsoir, professeur Sylvie Manouvrier. Merci d'être avec nous tous les quatre. On va aborder avec vous et avec chacun d'entre vous la thématique qui nous réunit ce soir, forcément, le cancer, particulièrement les risques. On parlera également, comme le disait à l'instant Guylain Fauquet, de prévention, de terrain, d'environnement, de génétique, d'hérédité, de toutes les questions qu'on se pose d'ailleurs à ce sujet, au sujet du cancer. Mais la première question, c'est peut-être de se dire, c'est quoi le cancer, professeur Bonneterre? On s'imagine toujours une grosse bête qui nous dévore de l'intérieur. C'est pas si simple que ça. Allez-y, je vous laisse nous expliquer ce que c'est. Alors effectivement, à quoi correspond un cancer? Qu'est-ce que c'est? Bon, ça part d'une cellule. Ça part d'une cellule qui va proliférer d'abord de façon assez rapide, et puis ensuite de plus en plus lentement au fur et à mesure que le temps avance. Alors, je n'ai pas du tout l'intention de vous faire un cours de biologie. Simplement, il faut bien comprendre qu'entre la première cellule cancéreuse qui apparaît dans l'organisme et le moment où on peut en faire le diagnostic, c'est-à-dire quand elle fait à peu près 1 gramme, s'écoule en général, dans les cas habituels, 3 à 5 ans. Donc, il y a, bien avant qu'on puisse faire un diagnostic, des cellules tumorales qui sont dans l'organisme, qui peuvent éventuellement donc, circuler, ce qui ne veut pas dire du tout qu'elles vont donner des métastases, mais donc c'est un processus qui est extrêmement long. C'est vrai pour tous les types de tumeurs, avec une rapidité d'apparition plus ou moins rapide. Par exemple, chacun connaît le cancer du pancréas avec un pronostic très mauvais parce qu'on fait un diagnostic très très tardif et il est probable qu'il existe entre la première cellule tumorale et le diagnostic de cancer du pancréas plutôt 10-15 ans que 3 à 5 ans. Alors, pourquoi est-ce une maladie chronique? Bien, tout simplement parce que lorsque l'on fait le traitement d'un cancer, ce que l'on veut, c'est diminuer la quantité de cellules tumorales qui existent dans l'organisme. Ce n'est pas enlever la tumeur, contrairement à ce qu'on pense souvent, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas utile d'enlever la tumeur, bien entendu, mais enlever la tumeur, la plupart du temps, n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, il faut ajouter d'autres traitements. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si on enlève la tumeur, on rabote la tumeur et le reste des cellules tumorales continue à proliférer et au bout d'un certain temps, on peut parler de récidive. Donc ça n'arrive pas toujours, ça dépend de l'efficacité du premier traitement, mais dans l'énorme majorité des cas, avec un nombre de traitements variable suivant le type de tumeur, mais on est amené à faire, par exemple, après de la chirurgie, de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Si c'est une tumeur hormonosensible, comme le cancer du sein, par exemple, faire une hormonothérapie, éventuellement d'autres thérapeutiques qu'on appelle des thérapeutiques ciblées. Donc, un cancer, c'est une maladie chronique, tout simplement parce qu'on est tout à fait incapable de savoir combien on a enlevé, combien on a détruit de cellules tumorales, et ce qui explique que dans certains cas, avec une fréquence variable en fonction de la gravité initiale et de l'agressivité de la tumeur, on peut avoir des récidives. Alors, ceci étant bien compris, à quoi sont dus les cancers? Est-ce qu'il y a toujours une cause? Est-ce que les cancers sont toujours mérités? Alors ça, c'est toujours un petit peu frustrant. Très souvent, des patients arrivent et disent « mais vous comprenez, j'ai une vie saine, je ne bois pas, je ne fume pas et j'ai un cancer. » Ben oui, parce que en fait, un cancer, c'est pas toujours, et même dans l'énorme majorité des cas, c'est pas mérité. La plupart du temps, c'est spontané. Il peut y avoir une participation génétique, donc, dont parlera le professeur Sylvie Manouvrier, mais assez souvent, il n'y a pas du tout de cause connue. Mais dans un certain nombre de cas, il y a des causes qui sont connues, et on ne va pas les passer tout en revue, c'est absolument impossible, mais je pense qu'il y aura un certain nombre de questions. Tout le monde connaît le rôle du tabac, du tabagisme, de l'alcoolisme, l'amiante. On connaît particulièrement bien l'amiante dans la région. Un autre exemple bien connu, c'est les radiations ionisantes. Alors, à partir de ce moment-là,
Que peut-on faire avec les connaissances dont on dispose? Bon, la première chose, c'est essayer de faire de la prévention. Alors là, il faut être très clair sur ce que veut dire prévention. On parle de prévention primaire aussi, c'est-à-dire qu'on supprime les facteurs de risque. C'est-à-dire qu'on va faire ce qui est possible pour empêcher le public de fumer, par exemple, ou pour limiter la consommation de boissons alcoolisées, ou de limiter l'exposition à l'amiante. Donc, pour prendre un exemple dont on parle beaucoup actuellement, et pour limiter les irradiations, en particulier les rayons X. Alors, quelquefois, mais ça, je laisserai le professeur Sylvie Manouvrier en parler, il peut y avoir des gestes thérapeutiques dans des formes génétiques donc de la chirurgie qui peut permettre de prévenir l'apparition de certains cancers. Donc, la prévention, c'est éliminer les facteurs de risque de cancer. Le dépistage. Alors, le dépistage, c'est rechercher systématiquement un cancer par des moyens donc, qui paraissent les plus adaptés, alors que le sujet ne se plaint de rien. Alors ça, c'est fondamental. Souvent, des patients disent « bon, je vais me faire dépister parce que je sens une boule quelque part, je perds du sang, etc. » Alors là, on n'est plus du tout dans le dépistage, on est dans le diagnostic précoce. Alors, le dépistage n'est pas possible pour tous les types de cancers. Ça paraît intuitivement logique d'essayer de faire un dépistage pour faire un diagnostic le plus précoce possible, si cancer il y a, et pour maximiser les chances de succès des traitements. Alors, actuellement, qu'est-ce qu'on peut proposer comme dépistage? On peut, et il est même plus que recommandé, de faire un dépistage du cancer du sein. Le dépistage du cancer du sein consiste en une mammographie à faire tous les 2 ans, entre 50 et 74 ans. Ce sont les recommandations officielles. On pourra peut-être être amené à discuter pourquoi pas avant 50 ans, pourquoi on arrête à 74 ans. Bon, clairement, sans entrer dans les détails, on verra plus tard si vous le souhaitez, mais il n'a jamais été démontré qu'il était utile de faire un dépistage avant l'âge de 50 ans et qu'il était utile de faire un dépistage après l'âge de 74 ans, sachant que, comme pour tout geste médical, il y a un rapport bénéfice-risque à évaluer, c'est-à-dire qu'il faut que le dépistage que l'on fait soit utile, c'est-à-dire diminue le risque de décès par cancer du sein et n'entraîne pas de pathologie supplémentaire. Ça, c'est valable pour le cancer du sein, l'âge 50 ans, 74 ans, ou pour d'autres Pas uniquement, dépistages. puisque le deuxième exemple, c'est le cancer colique, et ce qui est recommandé également, donc là, c'est l'Institut national du cancer, donc en France, qui le recommande, comme pour le cancer du sein, entre 50 et 74 ans, de faire une recherche de sang dans les selles, donc tous les 2 ans. Il n'est pas possible de faire une colonoscopie à toute la population, bien entendu, qui serait probablement beaucoup plus performante, mais le dépistage de cancer colique et colorectal par recherche de sang dans les selles a été proposé. Alors, il y a un troisième type de cancer dont on parle beaucoup actuellement, qui est le dépistage du cancer de la prostate. Faut-il faire un dépistage du cancer de la prostate, oui ou non? Actuellement, dans l'état actuel des données de la littérature, c'est-à-dire des études qui ont été faites, il n'est pas recommandé de faire un dépistage de cancer de la prostate. Alors, il n'est pas recommandé pour des raisons d'efficacité, puisqu'on n'a jamais pu montrer qu'on avait une diminution du risque de décès de cancer de la prostate en faisant un dosage systématique de PSA, donc qui est un antigène spécifique de prostate, mais qu'en revanche, si la mise en évidence d'un cancer de la prostate pourrait amener à un geste chirurgical qui peut avoir des conséquences qui sont assez débilitantes. Donc, dans l'état actuel des choses, ça changera peut-être, mais dans l'état actuel des choses, fin 2013, il n'est pas recommandé de faire un dépistage de cancer de la prostate par dosage de PSA. Il y a un autre type de cancer pour lequel un dépistage est extrêmement utile, c'est le dépistage du cancer du col utérin. Et ça, je passe la parole au docteur Cathy Erdens. Merci beaucoup.
Monsieur Bonneterre a évité de parler de chiffres, et c'est vrai que les chiffres, c'est assez rébarbatif, mais je vais quand même m'en servir un petit peu, parce que je vais vous parler effectivement de cancer du col de l'utérus. Et le cancer du col de l'utérus, finalement, en France, c'est très peu de choses. C'est 3000 cas, 3000 nouveaux cas tous les ans. Alors ça peut paraître très abstrait, mais par exemple, le cancer du sein, c'est environ 48 000 nouveaux cas par an. Je pense que je ne dis pas de bêtises. Donc vous allez penser, finalement, mon risque d'avoir un cancer du col, c'est rien du tout par rapport au cancer du sein. Et c'est vrai que tout le monde dans cette salle connaît sûrement quelqu'un qui a fait un cancer du sein. C'est une femme sur 8, une femme sur 9. Donc c'est vraiment considérable. Par contre, le cancer du col de l'utérus, on en connaît sans doute beaucoup, beaucoup moins. Mais le cancer du col de l'utérus, si on vous en parle et si on insiste, c'est parce que c'est quasiment le seul cancer évitable. Effectivement, c'est un cancer qui est dû pratiquement toujours à un virus, et on a un moyen très facile de le dépister, c'est grâce au frottis. On est ici dans le Nord et nous sommes, vous savez, pas très brillants en matière de santé, puisqu'on est souvent les premiers en termes de fréquence des cancers. Et par exemple, en ce qui concerne le cancer du col de l'utérus, il y a quand même 2 fois plus de morts dans le Nord par cancer du col de l'utérus, dans la région Nord, par rapport, par exemple, à la région Rhône-Alpes. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas assez de frottis et le cancer est donc diagnostiqué très tardivement. Vous voulez dire que nous sommes un peu en retard aussi pour les frottis, pour les consultations chez la gynécologue, en l'occurrence, tant pour le cancer du sein que pour le cancer du col de l'utérus, dans la région Nord ? Alors, dans la région Nord, le cancer du col de l'utérus, effectivement, est dépisté plus tardivement. On sait que dans tous les pays où le frottis est apparu, on a globalement diminué de moitié la fréquence et la mortalité des cancers du col parce qu'on peut faire un diagnostic très tôt. Or, dans le Nord, si on garde une mortalité plus importante qu'ailleurs, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne font pas de dépistage, le plus souvent pour des raisons socio-économiques. On peut comprendre que la prévention, ça ne soit pas forcément une démarche spontanée pour des gens qui sont au chômage, qui ont des problèmes tellement plus importants, des conditions socio-économiques défavorables, et que cette démarche de prévention ne soit pas si spontanée, si naturelle. Et que pour un médecin généraliste qui voit souvent ces personnes dans des périodes de crise aiguë, ou bien parce qu'il y a une maladie aiguë, un épisode infectieux chez l'enfant, ou tout ce que vous voulez, ou une patiente qui est dans un contexte d'alcoolisme ou je ne sais quoi, enfin qui a des grosses difficultés personnelles, le message de prévention et de dépistage, il n'est pas forcément facile à faire. Ça ne sera pas la priorité, c'est un peu ça que vous voulez dire. Bien sûr, il y a d'autres urgences. Donc les effets sont là. Et c'est dommage, c'est toujours tellement dramatique de voir une femme arriver avec un diagnostic de cancer du col évolué, alors qu'on a tellement de temps pour faire le diagnostic bien avant, au stade de lésion précancéreuse. Parce que le frottis, il nous permettra de le trouver au stade de lésion précancéreuse et de le soigner avec 100% de guérison grâce à des traitements qui ne sont pas très agressifs, qui sont même peu agressifs et qui vont avoir un résultat merveilleux. Alors que si on intervient tard, comme pour les autres cancers, malheureusement, on ne va pas guérir les personnes, on n'est jamais sûr de les guérir, mais là, en arrivant très tard, on est sûr de ne pas les guérir. Donc, si le dépistage du cancer du sein est bien codifié, une mammographie tous les 2 ans de 50 à 74 ans, il est extrêmement bien codifié aussi. Et pris en charge ? Bien entendu, pour le cancer du col de l'utérus, c'est un frottis tous les 3 ans, de 25 à 65 ans, en sachant que pour arriver à ce rythme d'un frottis tous les 3 ans, il faut avoir 2 frottis normaux à 1 an d'intervalle pour ensuite les espacer. Donc toutes les femmes qui ont une vie sexuelle ou qui ont eu une vie sexuelle et qui ont un utérus, parce qu'il y a certaines femmes chez qui on a enlevé l'utérus, doivent faire des frottis et doivent en faire régulièrement. Parce que comme faire une mammographie une fois tous les 10 ans ou faire un frottis une fois tous les 15 ans, ça ne sert à rien. C'est la répétition des examens qui permet de faire le diagnostic de lésion précancéreuse. C'est lié à la vie sexuelle ? Absolument. Vous venez de soulever cette question. Voilà. Je ne suis malheureusement plus très jeune et quand nous étions en fac, on apprenait que le cancer du col de l'utérus ne se rencontrait jamais chez les bonnes sœurs.
c'était un peu mystérieux. On pouvait subodorer une connotation sexuelle. Alors cancer du sein non plus, si, le cancer du sein, oui. Donc, c'était ces cancers. Elles font des cancers du sein, elles ne font pas de cancer du col de l'utérus. Et un petit peu à la fois, on a découvert qu'en fait, il y a la nécessité d'avoir des rapports sexuels parce que ce cancer est dû à un virus qui est transmis par les rapports sexuels qui s'appelle le HPV, le Human Papillomavirus. Est-ce qu'il est transmissible ? Bien sûr. Qu'on en est là, oui. Oui, bien sûr, il se transmet entre les hommes, entre les femmes, et même de femme à femme, puisque les homosexuels peuvent faire des cancers du col de l'utérus aussi. Et donc, nous bénéficions aussi maintenant d'une deuxième prévention, qui est une prévention dite primaire, c'est-à-dire qu'on intervient bien avant le stade de maladie précancéreuse. C'est la vaccination qui protège de cette infection à HPV, tout au moins pour certains virus, puisque le vaccin ne protège pas de la totalité du virus. Et donc même les jeunes filles qui sont vaccinées devront continuer de faire des frottis, puisque le vaccin ne protège pas contre tous les virus potentiellement cancérigènes. Alors je dis bien potentiellement, parce qu'il y a une grande confusion dans l'esprit des femmes, parce que cette infection virale, elle est extrêmement fréquente, puisqu'elle concerne 70-80% des individus. Rencontrer ce virus, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un cancer. Ça veut dire que vous êtes vivant, que vous avez une vie sexuelle. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, presque. Parce que ce virus, dans la grande majorité des cas, on va le croiser. C'est-à-dire qu'on a un système de défense qui le plus souvent fonctionne bien et on va s'en débarrasser. Mais dans un petit nombre de cas, malheureusement, si on garde le virus, si on n'a pas la chance d'avoir un bon système immunitaire et si on tombe sur un méchant virus, on pourra possiblement faire une lésion précancéreuse. Mais tout ça, ça va prendre des années. Donc on a largement le temps de faire le diagnostic au stade de lésion précancéreuse. C'est vrai que vous abordez ce sujet, ça m'a fait penser à une question qui est arrivée d'ailleurs sur le site quand vous vous êtes inscrit. Est-ce qu'on est tous potentiellement porteurs de cancer, en règle générale? C'était ça la question. Et est-ce que chez certains, ça se développe et chez d'autres pas? Et on reviendra peut-être sur les causes génétiques ou environnementales dans quelques instants. Vous, cette question, qu'est-ce que vous pouvez y répondre, professeur Jacques Bonneterre? On ne peut pas y répondre. On n'a aucune idée. On n'a aucune idée. C'est concevable, parfaitement concevable qu'on fabrique des cellules tumorales malignes. Donc, cellules tumorales malignes et cancéreuses, ça veut dire la même chose. Et que l'organisme les détruit, mais ça, on n'a jamais pu le démontrer. Je veux bien que vous parliez un petit peu de la tumeur. On en avait parlé en préparant ce rendez-vous. On parle de tumeur et on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Tumeur bénigne, tumeur maligne, cancer. On fait des amalgames parfois. Vous voulez bien nous préciser ce qu'on entend par ça, pour qu'on soit clair cancer et tumeur maligne, ça veut dire exactement la même chose. Donc il n'y a aucune différence. Une tumeur peut être une tumeur bénigne. Une excroissance, alors oui, sans conséquence. Oui, tout à fait. Ça peut être une tumeur bénigne du type, par exemple, fibrome utérin. Ça peut être des lipomes sous la peau. Ça peut être vraiment. C'est très souvent, beaucoup plus souvent, bénin que malin. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tumeur, nodule, en soi, ça ne veut rien dire. Ça veut dire simplement, on peut dire une boule. Mais rien de plus, ce n'est pas parce qu'on parle de nodule, parce qu'on parle de tumeur, que c'est un cancer. On peut très bien avoir une boule au sein et ne pas avoir de cancer. Oui, tout à fait, oui. C'est pour ça, hein, on peut s'inquiéter. C'est ce que vous disiez, on peut porter les choses pendant de longues années sans avoir de signes avant-coureurs. Et c'est bien ça le problème de ces types de cancers qu'on vient d'aborder à l'instant. Il n'y a pas de signes avant-coureurs, il n'y a pas de repère, il n'y a pas quelque chose qui nous fait dire j'ai le cancer et on s'en rend compte plus tard. Ce n'est pas une excroissance qui va nous donner le signal. Pas du tout. Le diagnostic d'un cancer, c'est forcément par biopsie. Donc il faut absolument faire un prélèvement et qu'il y ait un examen qu'on appelle anatomopathologique, donc un examen de la tumeur, par exemple si c'est une tumeur, pour pouvoir affirmer le diagnostic de cancer. On parle ce soir des risques, et les risques sont larges. On va y revenir dans quelques instants avec vous sur l'environnement, qu'est-ce que ça a un impact sur les cancers, la génétique, l'hérédité, si vous voulez, puis ensuite on reviendra... Madame Manouvrier, pour ce qui est génétique, bon, les tumeurs des enfants, non, on va dire les cancers, tumeurs malignes des enfants, n'ont finalement rien à voir avec les tumeurs malignes des adultes. Je ne suis absolument pas spécialiste, je n'ai jamais traité de cancer chez les enfants, donc je vais rester très, très, très général. Simplement, les cancers des enfants sont souvent des cancers issus de tissus embryonnaires.
C'est les raisons pour lesquelles, finalement, ce sont des tumeurs qui sont finalement agressives et qui répondent bien à la chimiothérapie. Donc, très difficile, on ne peut absolument pas comparer les cancers des enfants aux cancers des adultes, même pour un organe donné. Alors, sur un plan purement génétique, je ne suis pas compétent pour répondre. Je ne sais pas si Mme Manouvrier veut... Vous pouvez répondre, Sylvie, vraiment tout de suite, et puis on rentrera dans le détail ensuite, mais allez-y. Alors, on parlera de la génétique tout à l'heure. Les cancers de l'enfant, dans l'immense majorité des cas, ne sont pas génétiques. Mais c'est exactement la même chose que ce que je vais vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire que selon les pathologies, on peut avoir de temps en temps effectivement des cancers à caractère génétique chez l'enfant. Par exemple, la polypose adénomateuse est une maladie qui donne des polypes, de très nombreux polypes sur le côlon, et elle apparaît quelquefois dès l'enfance et elle peut être responsable quelquefois de cancer du côlon chez l'enfant. En ce qui concerne les tumeurs cérébrales, puisque ça paraissait être quelque chose de plus spécifique, la question était plus ciblée sur les cancers cérébraux. Dans l'immense majorité des cas, ils n'ont pas de caractère héréditaire et génétique. Mais comme pour beaucoup de cancers, on peut mettre en évidence des anomalies du capital génétique acquises au cours de la vie, qui n'existaient pas au moment de la fécondation, donc qui ne sont pas héritées, mais qui sont apparues, qui ont été acquises au cours de l'existence. Et quand on arrive quelquefois à mettre en évidence ces anomalies et qu'on voit qu'elles sont uniquement présentes au niveau de la tumeur et pas présentes par ailleurs dans les autres tissus de l'enfant, on a la preuve que c'est une anomalie acquise et qui n'est pas génétique, qui n'a pas été héritée, qui ne pourra pas être transmise non plus. Et par contre, effectivement, c'est très difficile de faire des... Chaque cas est particulier, hein, mais il y a quelques rares cas où on peut effectivement être en face d'une anomalie qui, cette fois-ci, n'est plus héritée, mais existait dès la première cellule, dès l'union du spermatozoïde et de l'ovocyte, et qui, là, est héréditaire. Voilà pour la réponse à votre question. Vous n'hésiterez pas à intervenir tout à l'heure encore quand Sylvie Manouvrier parlera de génétique si vous avez besoin de compléments d'information. Une autre question concernant ce qui a été dit, en particulier, levez-vous comme on dit, mettez-vous debout, c'est pareil. On va vous passer le micro pour que vous puissiez vous exprimer et qu'on vous entende tous. Attendez madame, regardez, voilà, ça va être bien comme ça. Il faut savoir que les personnes qui sont atteintes à leucémie, est-ce qu'ils sont plus prédisposés à développer des tumeurs? Qui sont atteints de leucémie. Leucémie. Une leucémie, c'est un cancer. Voilà. Une leucémie, c'est un cancer. Donc, pourquoi il n'est pas inconcevable d'avoir une leucémie et un autre cancer, mais c'est quelque chose qui est quand même pas particulièrement fréquent. Hein. C'était est-ce qu'on n'a pas tous des cellules cancéreuses en permanence dans l'organisme et sans le savoir? Et est-ce que l'organisme est capable de détruire ces cellules cancéreuses? C'est quelque chose qui est concevable, mais rien ne permet de nous dire qu'on a tous des cellules cancéreuses, même si on n'a pas de diagnostic de cancer qui a été fait actuellement. Donc on n'a pas la réponse à la question. C'était ça votre question, monsieur? Oui, c'était ma question, et précise aussi, c'est est-ce que l'organisme, il peut se défendre lui seul dans des cas précis sur des cellules cancéreuses? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est démontré. Et il y a un certain nombre de traitements avec certains cancers en particulier, mais maintenant de plus en plus. Mais les premiers, ça a été dans le mélanome malin, qui est une tumeur particulière de la peau. On a des nouvelles thérapeutiques qui sont des immunothérapies. Une forme d'autodéfense? Une forme d'autodéfense? C'est ça. On stimule l'immunité contre les tumeurs, et en particulier une famille de nouveaux médicaments avec des études cliniques en cours actuellement dans beaucoup de tumeurs, en particulier cancer bronchique. Dans le mélanome aussi, donc la tumeur cutanée dont j'avais parlé. Mais oui, bien sûr, ça, on sait que ça existe. Jusque maintenant, on n'a jamais pu le manipuler suffisamment la réponse de l'organisme pour avoir un effet thérapeutique, mais c'est en train d'évoluer. C'est un cancer qui est extrêmement rare, hein, qui est diagnostic forcément tardif, enfin, qui se manifeste par une jaunisse, en fait,
par un ictère et qui a comme traitement, on va dire quasi exclusif, enfin disons essentiel, la chirurgie. En cas de chimiothérapie, il n'y a pas de... Alors, on peut utiliser de la chimiothérapie, mais si vous voulez, bon, premièrement, c'est un cancer qui est très rare, donc on n'a pas beaucoup d'informations sur les chimiothérapies qui sont efficaces, mais c'est vrai que c'est quand même avant tout un cancer, quand c'est possible, à traiter chirurgicalement. En fait, le risque de récidive dans les cancers du sein est lié d'une part à la taille de la tumeur, c'est-à-dire si le nodule était volumineux ou pas, s'il y avait des ganglions. Ça, c'est une première cause. Et la deuxième cause, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est l'agressivité de la tumeur. L'agressivité de la tumeur, c'est-à-dire pourquoi vous avez des tumeurs qui évoluent très très lentement. Ça arrive quelquefois qu'on voit en consultation une femme, c'est plus souvent une femme âgée, mais qui dit « mon sein s'est modifié depuis 10 ans, 12 ans, bon, je me suis dit que c'était normal ». Et la patiente arrive éventuellement à des métastases, et on donne quelquefois, quand c'est hormonosensible, une hormonothérapie seule, donc un comprimé et les choses s'améliorent. Et dans d'autres cas, vous avez une tumeur qui a évolué extrêmement vite. En quelques mois, il y a eu une tumeur qui a doublé de volume. Donc, si vous voulez, en fonction de ces deux caractéristiques, le risque de récidive augmente. Et pour éviter ces récidives, on empile un petit peu les traitements. Les traitements d'un cancer du sein, c'est un peu un millefeuille, puisque souvent, ça commence par la chirurgie ou par la chimio, mais en tout cas, il y a chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, éventuellement d'autres traitements type hormonothérapie. Alors, on va dire gravité initiale égale, c'est vrai que des tumeurs vont récidiver, alors que d'autres ne vont pas récidiver du tout, et ça, on n'a pas réponse à la question. Alors maintenant, la dernière partie de la question, pourquoi est-ce de plus en plus difficile à traiter? Parce que c'est vrai, si vous voulez, la chimiothérapie et l'hormonothérapie, c'est un petit peu comme les antibiotiques. Il y a une résistance qui apparaît. Si vous utilisez trop d'antibiotiques, en particulier à mauvais escient, vous allez sélectionner des germes qui vont être résistants aux antibiotiques. Et là, au niveau des cellules cancéreuses, c'est la même chose. Alors c'est vrai qu'avec des traitements multiples, on peut voir apparaître des résistances. Alors j'ai conscience de ne pas avoir répondu précisément, mais je ne vois pas comment on pourrait être plus précis. C'est compliqué parce qu'on est agressif forcément sur la maladie au début, et s'il y a récidive, cette agressivité peut porter préjudice aux soins à venir par le fait de la résistance, avec la chimiothérapie par exemple. Bon, la chirurgie, ça c'est plus... C'est possible, ça dépend aussi du moment où apparaît la récidive, si c'est une récidive qui apparaît précocement ou pas. À partir de quel moment on parle de guérison dans l'absolu des cancers, jusqu'où on est en rémission, à partir du moment où on est en guérison? Est-ce qu'il y a un laps de temps dans lequel on peut se considérer? Non, absolument pas, pas du tout. Moi, je n'utilise jamais les termes ni de rémission, parce que ça laisse supposer que si on parle de rémission, il va y avoir une récidive un jour, ni de guérison, parce que c'est une maladie chronique. On ne guérit pas d'un diabète, on ne guérit pas d'une hypertension, mais on peut parfaitement vivre très très longtemps sans aucune récidive. Mais simplement, il faut savoir qu'avec un cancer, donc ça dépend aussi du type de cancer, il n'est pas impossible d'avoir des récidives qui puissent être tardives. On ne peut pas dire au bout de 3 ans, il n'y a plus de risque, au bout de 5 ans, il n'y a plus de risque. C'est vrai que plus on s'éloigne, moins il y a de risque. C'est tout ce qu'on peut dire. Merci pour cette réponse. Encore une question peut-être, si vous le souhaitez, une question là. Je vous fais courir avant qu'on vous rejoigne. Est-ce que le cancer évolue différemment en fonction de l'âge dans lequel il se déclare? C'est-à-dire qu'on dit toujours chez les personnes âgées, voilà, les cellules sont plus anciennes, donc le cancer, on mourra peut-être avec le cancer, mais pas du cancer. C'est statistiquement vrai, mais individuellement, c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir la grande majorité, par exemple, on va dire des cancers qui vont survenir chez des sujets de plus de 80 ans, va être d'évolution lente, relativement lente. Mais quand même, vous avez des patientes de plus de 80 ans qui peuvent avoir des tumeurs extrêmement agressives.
Donc, au niveau individuel, ce n'est pas vrai. Mais si on prend l'ensemble des malades de moins de 35 ans, par exemple, et de plus de 80 ans, c'est vrai que globalement, c'est vrai. Merci pour cette réponse. On prendra donc encore une question. Allez-y. Oui, bonsoir. C'est concernant donc le vaccin contre le col de l'utérus par rapport à l'actualité. C'est un sujet brûlant d'actualité puisque c'est sorti lundi, je pense. Rappelez-nous un peu ce qui s'est passé. Alors, il y a eu une jeune fille qui avait donc présenté une sclérose en plaques, qui a été confirmée sur le plan, le diagnostic est formel, qui est survenue dans les suites après avoir été vaccinée. Le tout, c'est toujours cette problématique d'établir une relation de cause à effet entre deux phénomènes qui se suivent dans le temps. Les exemples comme ça, très ponctuels, touchent beaucoup parce que ce sont des choses qui sont violentes. Et il est logique de se dire, comme c'est arrivé après, c'est sans doute à cause d'eux. Il faut savoir que ce vaccin, il est sous surveillance, comme beaucoup de produits nouveaux. Il est sous surveillance parce qu'il est commercialisé depuis 7 ans. Et que ce qu'on peut admettre comme effet secondaire de médicaments, on ne peut pas l'admettre d'un vaccin, parce que le médicament s'adresse à des gens malades. Je fais allusion par exemple à la chimiothérapie, où les patients sont prêts à accepter tous les effets secondaires possibles parce qu'il s'agit de sauver sa vie, alors que le vaccin va s'adresser à des millions de personnes en bonne santé. Donc il ne faut pas que le vaccin soit dangereux par définition, et ces vaccins sont donc toujours surveillés. Tous les organismes de surveillance, dans tous les pays où ce vaccin est largement implanté, confirme que le rapport, ce qu'on appelle bénéfice-risque, est tout à fait en faveur de la vaccination. Vous me demandez si qu'on recommande toujours cette vaccination. Je recommande toujours cette vaccination. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. À la différence de la chimio dont vous parliez à l'instant, et là je me fais encore l'avocat du diable, où on sait qu'il y aura probablement des effets secondaires, est-ce qu'on dit, avant de faire le vaccin, attention, il y a des risques, même s'ils sont minimes? Alors, les effets secondaires, ils sont donc, puisque je viens de vous dire que ce vaccin est sous surveillance, ils sont enregistrés, comptabilisés, et les effets secondaires attribuables au vaccin sont les effets secondaires qui apparaissent en nombre important par rapport à une population témoin. Parce qu'effectivement, le vaccin, je fais une petite parenthèse, pour cette histoire-là, on a incriminé la vaccination en général et pas forcément le vaccin anti-HPV. Toujours est-il que des scléroses en plaques surviennent et surviendront chez les patients vaccinés, parce que le vaccin ne protège pas de la sclérose en plaques. Il y a donc des maladies qui vont forcément survenir. Le tout est d'être certain qu'il n'y a pas plus de maladies, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'incidence, c'est-à-dire on sait quel est le nombre de sclérose en plaques attendu pour autant de personnes. Ça s'appelle l'incidence. Eh bien, cette incidence ne doit pas être supérieure dans la population vaccinée que dans la population non vaccinés. Sinon, c'est un effet qu'on peut rattacher à la vaccination, auquel cas, évidemment, il faut prévenir les patients qui ont des effets secondaires. Les effets secondaires aujourd'hui attribuables au vaccin sont essentiellement des réactions locales, des effets donc des syncopes, des effets secondaires qui sont bénins, d'où la confirmation de ces organismes de surveillance que le rapport bénéfice-risque est en faveur de la vaccination. Merci beaucoup, Cathy Ardance. On va passer à la troisième étape. On parle de risque de cancer ce soir, de cancer. Est-ce que l'environnement a un impact, au sens large du terme, a un impact sur le déclenchement justement de certains cancers? On en parle avec vous, docteur Fabrice Neslani, si vous le voulez bien. Je rappelle que vous êtes chef du service toxicologique. Il est dur ce mot, à l'Institut Pasteur de Lille, et que vous allez nous expliquer un petit peu que tout ce qui nous entoure, ça peut avoir une influence. Merci de me donner la parole. Alors voilà, moi je vous ai préparé quelques diapositives parce que je sais que l'image aujourd'hui est importante, donc je pense que ça va marquer un peu plus les esprits. Donc en termes d'environnement chimique, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, effectivement, les sources sont très nombreuses, les sources de pollution environnementale chimique. Ça passe de la pollution automobile, la pollution industrielle, on en a parlé, le mode de vie, le tabac, l'alcool, accessoirement certains médicaments, l'alimentation très importante, la pollution domestique et les fameux pesticides. Le problème, c'est que tout cet environnement chimique peut contribuer effectivement à l'émergence de certaines pathologies graves, dont le cancer qui nous intéresse ce soir.
Alors l'OMS avait fait un rapport. Bien sûr, le cancer est une cause majeure de décès dans le monde, comme je le rappelle ici, avec plus de 7 millions de décès en 2008 dans le monde. Et on estime à 19% de l'ensemble de ces cancers peuvent être attribués à cet environnement chimique, ce qui représente quand même plus de 1 million de décès dans le monde chaque année. Alors quand même, pour garder un petit peu d'optimisme, et pour les plus optimistes d'entre nous, on peut se dire que les pouvoirs publics, les instances réglementaires, prennent quand même la mesure de ces problèmes, la mesure de cette problématique, et a mis en branle des réglementations, des programmes de surveillance qui visent à réduire précisément ces expositions chimiques à ces polluants. Le but étant bien évidemment de réduire le risque pour l'homme. Pour les moins optimistes, on peut dire oui, d'accord, mais aujourd'hui, il y a une émergence de nouvelles problématiques de santé publique. Alors pour revenir sur le premier point, donc sachez quand même qu'en Europe, un nouveau règlement qui date quand même de 2006, qui a été mis en application en 2008, qui s'appelle le règlement REACH, a été mis donc en application et a donné lieu à une création d'une agence européenne qui est basée en Finlande, à Helsinki. Quels sont les objectifs de cette agence, de ce règlement? C'est d'abord de faire un état des lieux, d'enregistrer absolument tous les produits chimiques qui sont présents sur le sol européen, de les évaluer sur le plan de leur danger toxicologique, puis, accessoirement, de les autoriser. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'autorisation, on a également le mot « restriction », voire même le retrait du sol européen. Donc l'idée est vraiment d'assurer que tous les produits chimiques qui restent sur le sol européen sont utilisés tout en maîtrisant les risques. Je ne parle pas de danger, je parle bien de risque. Alors, juste un exemple, avant l'exemple, ça a vraiment radicalement changé la façon de penser, puisque là, cette fois-ci, on renverse la charge de la preuve, et c'est bien au producteur ou à l'importateur, parce que ça ne concerne pas que ceux qui produisent sur le sol, mais également tous les produits qui sont importés en Europe. C'est ces personnes-là qui sont responsables de la sécurité de l'utilisation de ces substances. Donc vous voyez ici, donc on leur demande, dans le dossier d'enregistrement, de procurer des données de danger sur la santé humaine, sur l'environnement et, très important, sur l'exposition. C'est ce qui fait la différence entre le danger et le risque. Le risque, c'est bien la probabilité qu'un danger survient, c'est-à-dire c'est l'exposition à un danger qui fait le risque. Et vous noterez également qu'il y a obligation d'informer les utilisateurs en aval, c'est-à-dire les consommateurs. C'est le fameux « pas de données, pas de marché », c'est très important. Alors juste un petit exemple pour vous montrer quand même que cette histoire de restriction est quand même très bénéfique théoriquement pour la population européenne, en tout cas. C'est un exemple d'application réussie donc, de ce règlement REACH et de la manière dont la durabilité peut être combinée avec la compétitivité. Communiqué de l'Agence européenne, dès 2011, 6 substances extrêmement préoccupantes, soit parce qu'elles sont cancérogènes, soit parce qu'elles sont toxiques pour la reproduction ou très persistantes, seront interdites sur le marché européen. Vous noterez qu'il y a des phtalates dont je parlerai un peu plus tard. Donc, en plus de protéger les consommateurs, les Européens, on stimule également l'innovation. Donc, franchement, tout le monde est gagnant dans cette histoire-là. Deuxième exemple, qui est franco-français, c'est le fameux plan Ecophyto, donc ça concerne les pesticides. Et ça a été mis en place lors de la présidence passée, au cours du Grenelle de l'environnement. L'objectif est de réduire de 50% l'usage des pesticides à l'horizon 2018. C'est demain. Donc la démarche est très simple, c'est déjà de retirer du marché tous les produits qui sont très préoccupants sur le plan de leur dangerosité. Même si, avant le plan Ecophyto, bien évidemment, de nombreuses substances actives avaient été retirées du marché. C'est également, a fortiori, d'améliorer l'utilisation des produits pesticides, de favoriser les pratiques vertueuses et les systèmes culturaux les plus économes. Qu'est-ce que vous appelez les pratiques vertueuses? On ne traite que quand on en a besoin, par exemple, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. Alors tout ça, c'est bien évidemment contrôlé par un observatoire qui va vraiment s'assurer
de la réduction des usages qui s'accompagne d'une réduction des risques. C'est très important. Donc, effectivement, on est en train d'imaginer l'agriculture de demain, qui n'est pas forcément exclusivement bio. Alors, pour les moins optimistes, comme je le disais tout à l'heure, quid des nouvelles problématiques de santé publique? On parle beaucoup, on l'a plus ou moins évoqué, des fameux perturbateurs endocriniens. On a aussi beaucoup parlé, on parlera encore beaucoup des nanoparticules. Sur les perturbateurs endocriniens, ils appartiennent à différentes familles chimiques, comme je le rappelle ici. On retrouve les fameux phtalates dont j'ai parlé tout à l'heure, le bisphénol A, dont on a beaucoup parlé dans la presse, les parabènes, etc. Le problème, c'est que ces produits-là, on les retrouve dans énormément de produits de consommation, cosmétiques, plastiques, emballages, produits d'entretien, etc., etc. Donc, a fortiori, on peut les retrouver dans tous les compartiments environnementaux, l'eau, l'air et le sol. Juste, encore une fois, je reviens sur l'incidence des cancers et l'augmentation de l'incidence de ces cancers, même après correction liée au vieillissement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais effectivement, le vieillissement, naturellement, mène à des processus de cancérogénèse. Donc, même en occultant cette correction du vieillissement, on observe donc une augmentation de l'incidence de certains cancers, majoritairement hormonodépendants. Les perturbateurs endocriniens, moi j'aime bien qu'on s'arrête un petit peu sur peut-être des terminologies qui ne sont pas évidentes. Ça veut dire que ça bouscule la machine et que ça peut déclencher justement la maladie? Alors c'est une question, encore une fois, extrêmement compliquée parce qu'il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur la définition d'un perturbateur endocrinien. Évidemment, dans l'esprit, c'est une molécule qui va se substituer à une molécule endocrinienne, par exemple un œstrogène, pourquoi pas, et qui va donc se substituer, la remplacer, et soit faire marcher la machine à fond, ou à l'inverse, inhiber une fonction. Donc on a vraiment une perturbation du taux d'hormones endocrines. Donc le problème, c'est que ça touche donc également des hormones, donc ça peut éventuellement entraîner des cancers dits hormonodépendants, cancer du sein et de la prostate, également, accessoirement, cancer du testicule et de la thyroïde. Donc les questions qu'on se pose, c'est quel est le risque cancérogène de ce type de substance, qu'on retrouve encore une fois potentiellement dans l'environnement, et quelles mesures de précaution peut-on prendre? Je vais juste revenir une seconde sur le bisphénol A, puisqu'effectivement, on l'a incriminé, entre autres, dans la survenue de cancer du sein et de la prostate, tout comme d'autres polluants organochlorés. Qu'on trouve dans quelle matière? Oui, par exemple, les biberons, c'était alors, cette problématique-là. effectivement, c'est le fameux monomère qui était utilisé dans la fabrication des polycarbonates, par exemple, qu'on retrouve effectivement dans les fameux biberons. Bon, il faut savoir que cette substance est maintenant interdite dans tous les contenants alimentaires à partir du 1er janvier 2014. C'est-à-dire qu'on a un peu subi, en fait. Mais il y a toujours un mais dans ces histoires-là, malheureusement, c'est une substance qu'on retrouvera de toute façon dans l'environnement pendant X temps. Donc, le problème de ces substances, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de consensus sur la définition, mais il y a encore beaucoup de polémiques et d'informations contradictoires sur l'évaluation des risques de ces substances. Je parle bien, encore une fois, de risques. Juste un petit aparté donc, sur les nanoparticules. Donc nanoparticules, de particules de taille nanométrique. Et je vous ai juste rappelé, un nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre. Donc vous voyez, c'est extrêmement petit. Et juste là, une échelle pour vous montrer un peu où est-ce qu'on se situe sur une molécule d'eau jusqu'à une balle de tennis. On est ici, quoi. On est de l'ordre du virus ici. Donc de 1 à 100 nanomètres, on considère que ce sont des nanoparticules. Alors, les problèmes de ces nanoparticules, c'est un peu comme pour les perturbateurs endocriniens. Je ne sais pas si je vais vous rassurer ce soir, mais on retrouve ça dans beaucoup de domaines d'application. Ça va de la médecine à l'alimentation, le sport, le loisir, etc., etc. Dans des produits qu'on utilise régulièrement? Tout à fait. Par oui. exemple? Alors, quelques exemples. Ouais. Alors, dans cosmétiques, on retrouve des dioxydes de titane dans les crèmes solaires, par exemple. Dans l'alimentation, on peut retrouver des silices, qui sont là dans les poudres alimentaires, par exemple, en anti-mottants, en informatique pour fabriquer des puces de plus en plus petites, etc. Dans les raquettes de tennis, pourquoi pas, dans l'automobile, dans les carrosseries, dans les roues, dans les pneus, etc. etc. Donc on en retrouve vraiment dans énormément de produits de consommation courante.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, bien que toutes les agences sanitaires quasiment au monde se soient penchées sur le cas des nanoparticules, aujourd'hui, on se pose encore la question de comment est-ce qu'on peut évaluer le risque sanitaire pour ce type de substance. Le risque sanitaire lié au développement, à l'utilisation, à la dispersion, puisqu'on va retrouver encore une fois un tout fini dans l'environnement, donc on va retrouver ces substances-là dans l'environnement, qui en plus auront probablement une forme différente par rapport à leur forme originelle. Donc c'est un véritable casse-tête en termes d'évaluation des risques sanitaires. Alors, on a beaucoup parlé de cancérogénèse, donc moi, mon métier, c'est plutôt de la mutagénèse, donc de la génotoxicité, c'est-à-dire rechercher finalement si une substance, une molécule, peut induire des mutations au niveau de notre patrimoine génétique, au niveau de l'ADN, puisqu'il y a une corrélation, bien évidemment, énorme entre l'induction de mutation et la survenue d'un cancer. L'induction de mutation. Oui, l'induction de mutation. Traduction. Alors, vous mettez une substance qui va pouvoir interagir avec l'ADN. Je ne sais pas si vous voyez bien comment est formé l'ADN. C'est en général, on représente ça sous forme d'hélice, un double brin d'hélice. L'ADN, c'est notre patrimoine génétique. C'est lui qui est le garant du bon fonctionnement de toutes nos cellules, dont on parlait tout à l'heure. Donc, si vous interagissez, si une molécule vient un peu titiller l'ADN, vient se former ce qu'on appelle, nous, un aduit, donc elle va se fixer sur elle. Le problème, c'est que lors de la division de cette cellule, cet encombrement va provoquer une mauvaise division de cellules. Donc certains gènes clés, certains gènes essentiels, certainement que le professeur Manouvrier en parlera peut-être tout à l'heure, vont dysfonctionner. Et là, pour certains gènes, des processus de cancérogénèse peuvent se mettre en place. Je ne sais pas si j'ai été clair. C'est mieux. Donc, si on représentait... Vous aurez peut-être des questions dans quelques instants. Sans doute. Si on représentait tous les cancérogènes par ce cercle-là, on aurait à peu près ça comme produits mutagènes, donc, qui interagissent avec l'ADN. Le problème, c'est qu'avec ces produits-là, on considère qu'il y a un risque, pardon, je vais revenir en arrière parce que c'est important, qu'il y a un risque finalement pour tous les niveaux. On en parlait un petit peu tout à l'heure. On ne sait pas si on a des cellules cancéreuses en nous. Théoriquement, on produit tellement de cellules par jour qu'il y en a bien une qui va dysfonctionner. Heureusement, sinon on ne serait même pas là pour en parler, on a des très bons systèmes immunitaires qui sont là pour épurer et éliminer ces substances-là. Le problème, c'est quand on augmente, on induit artificiellement, par l'exposition à des molécules mutagènes, le taux de mutation, où là, l'organisme ne peut plus faire face, ne peut plus réparer, ne peut plus épurer. Donc, je reviens sur mes cancérogènes, mutagènes, vous voyez une bonne proportion, environ 80%, pour lesquels on considère qu'il y a un risque à tous les niveaux. Heureusement, on a quand même des systèmes de protection, rassurez-vous. On les oppose souvent aux cancérogènes dits épigénétiques. Donc là, ils ne vont pas interagir avec l'ADN, mais avec plutôt toute la division cellulaire. Et j'ai évoqué ce cas-là pour le problème des hormones. Donc je reviens sur mes perturbateurs endocriniens. C'est probablement par des mécanismes épigénétiques qu'ils peuvent induire des cancers. Donc, je rappelle effectivement que, contrairement aux cancérogènes épigénétiques, c'est mon métier, c'est précisément d'essayer de détecter le plus tôt possible des substances mutagènes, donc prédictifs d'une activité cancérogène, pour, si possible, éviter qu'elles se retrouvent un jour sur le marché quand même. Donc, évidemment, c'est mon métier, donc je considère que j'ai une place clé dans l'évaluation des risques cancérogènes, pour tout type de produit finalement, et je pense que si on se protégeait totalement des produits mutagènes cancérogènes, on éviterait un bon nombre de maladies de demain. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puisqu'on a parlé de vaccination, et puisque je travaille à l'Institut Pasteur de Lille, je ne pouvais pas oublier de faire référence à Albert Calmette, qui est quand même l'inventeur du BCG, qui a également sauvé beaucoup de vies. Je vous remercie et je suis à votre écoute, bien évidemment, pour des questions. On va prendre des questions tout de suite. Moi, je voudrais juste dire, on a l'impression qu'on subit, en fait. Et il y avait d'ailleurs une question qui était intéressante sur le site, c'est est-ce que le cancer, c'est une fatalité du XXIe siècle? Et derrière ça, est-ce qu'il y avait justement ces choses-là? L'environnement est quelque chose qu'on subit. En tout cas, aujourd'hui, puisqu'on est en train d'y réfléchir, effectivement, on fait évoluer la situation, on enlève des produits du marché, on parle de produits en Europe, mais on ne reçoit pas que des produits européens. Là, je vais loin. Que faire de ça si on a de plus en plus de cancers et probablement, et peut-être même plus résistants?
Je pense que, sur Bonneterre, on en a parlé tout à l'heure, il y a des sources qui sont relativement facilement évitables. Typiquement, je suis désolé, mais le tabac et l'alcool... On est d'accord, mais... Après, bien évidemment, ne pas respirer, et ne pas manger et ne pas boire, c'est clair qu'on ne va pas vivre longtemps. Ça va pas être facile. Donc, bon, là, il faut aussi... il y a énormément de travaux quand même qui sont faits. Il y a eu énormément de réduction d'exposition quand même. Aujourd'hui, par exemple, les filtres à particules sur les moteurs diesel, c'est quand même autant de particules qui ont été classées d'ailleurs par l'Agence internationale du cancer, donc le CIRC ou l'IARC en anglais, qui ont été classées 1, c'est-à-dire cancérogènes pour l'homme. Donc éviter une exposition massive par la généralisation de filtres, c'est quelque chose de très important. Donc effectivement, il y a des sources extrêmement difficiles à éviter. Mais là, c'est aux autorités, au pouvoir public de mettre en œuvre les politiques qu'il faut pour amener la réduction de ces polluants inévitables. Et à côté de ça, je pense qu'il y a des modes de vie qui pourraient changer, pas forcément fondamentalement, mais qui pourraient effectivement largement contribuer à la diminution des cas de cancer au monde. Donc la prévention peut être individuelle, hein, c'est un peu, familiale. Et est-ce qu'on nous aide à aller dans ce sens-là? Là, bien sûr, là, vous nous avez informés, c'est super, mais c'est vrai qu'au quotidien, quand on fait nos achats, quand on mange, quand on se balade, on ne peut pas gérer tout ça. C'est pas simple, en tout cas. Après, moi, je pense qu'il est important à ce moment-là de faire le distinguo, mais extrêmement important, voire capital, entre le danger et le risque. Là, sur mes diapos, je vous ai quand même, bien sûr, j'ai évoqué le mot risque, mais j'ai beaucoup évoqué, directement ou indirectement, le terme de danger. Qu'est-ce que le danger, finalement? Les substances dont on parle, que ce soit le tabac, la pollution domestique, par le benzène, le formol, etc., présentent des dangers. Un danger, c'est une propriété qu'a une substance à provoquer des effets délétères. Et comme je l'ai rappelé, si vous n'êtes pas exposé ou si vous êtes exposé d'une façon très minime, on peut considérer que le risque, je ne dirais pas nul, parce que le risque nul n'existe pas, mais en tout cas, il est tout à fait acceptable, voire négligeable. Donc, OK, on est potentiellement en danger. Potentiellement, ces dangers existent, mais le levier sur lequel on peut jouer, c'est bien l'exposition. Ces dangers existent, encore une fois, y compris dans notre environnement, et on ne peut pas les éviter, mais je pense que, encore une fois, les politiques qui sont mises en place, et les campagnes aussi d'information, etc., quand même nous permettent, en tout cas, de réduire, je ne dis pas que tout va bien dans le meilleur des mondes, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais nous permettent de réduire notre exposition. On vit quand même de plus en plus vieux, me semble-t-il. Professeur Bonneterre, vous aviez pris le micro, je pense que vous vouliez dire quelque chose. Simplement deux anecdotes presque. Enfin, une anecdote, vraiment, c'est qu'on a trouvé sur une momie égyptienne des signes évidents de cancer. Donc ça existait bien avant la situation actuelle. Et un exemple de prévention tout bête que tout le monde connaît, sur le rôle du sel. Le sel donc, a un effet sur le risque de cancer gastrique. Et on a dit que l'apparition des réfrigérateurs avait permis une diminution de l'incidence de cancer gastrique, puisqu'on a vu effectivement qu'on a arrêté de conserver les aliments avec du sel. On a vu une incidence des cancers gastriques qui a diminué de façon extrêmement importante. Donc là, on n'est pas dans les perturbateurs endocriniens, les phtalates, etc. Oui. Mais on a des exemples comme ça dans la vie qui montrent que tout n'est pas inéluctable. Je pense que notre environnement, quand même, direct, c'est l'air qu'on respire, c'est quand même celui qui nous entoure le plus proche, quand même. Donc lui, s'il est déjà moins chargé en substances préoccupantes, je pense que déjà, de facto, le risque, cette fois-ci, sera bien diminué. Après, bien évidemment, mais de toute façon, il serait préférable que les pays du monde entier se mettent à réfléchir sur la réduction de la pollution atmosphérique. Je pense que de toute façon, si les processus ne sont pas engagés, ils le seront obligatoirement. Regardez ce qui se passe en Chine aujourd'hui, dans certaines grandes villes chinoises où l'air est totalement irrespirable, où les pathologies
ils n'ont pas le temps d'arriver au cancer en général, puisqu'il y a des pathologies pulmonaires bien plus graves avant. Donc, bien évidemment, jamais aucun pouvoir politique ne pourra maintenir un tel niveau de pollution sans prendre des mesures d'hygiène sanitaire, c'est évident. Alors après, on peut aussi réfléchir sur, c'est un peu plus technique, mais l'évolution des aérosols. Ce qui est produit en Chine n'arrivera jamais sur nos territoires européens tel qu'il a été produit en Chine. Il y a des évolutions, c'est extrêmement complexe. Il y a des agglomérats, il y a beaucoup de choses qui fait que naturellement, tout ça retombe plutôt vers les sols plutôt. Une autre question. Mais on a le droit de se préoccuper finalement des habitants du monde entier, hein, effectivement. Si on pouvait empêcher la mise sur le marché des produits qui vont se révéler hautement toxiques le plus en amont possible, bien évidemment, je pense que personne ne serait contre. L'amiante, en fait, il y a plusieurs problèmes dans l'amiante. Si on prend l'amiante en tant que tel, effectivement, une fibre minérale qui induit un cancer très spécifique d'ailleurs, et qui en fait a plus touché le monde professionnel quand même. Les premières victimes, ça a été les professionnels, donc ceux qui étaient exposés encore une fois tous les jours à des quantités importantes de fibres d'amiante. Alors, le deuxième problème de l'amiante, c'est que c'est un mécanisme, encore une fois, ça va être assez technique, je suis désolé, mais ce n'est pas une substance qui se dissout et qui va aller encore une fois, aller perturber notre génome, notre ADN. Hein. C'est beaucoup plus complexe que ça, quoi. C'est un mécanisme très spécifique, très lent à se mettre en place, et tout ça pour dire que les systèmes expérimentaux, finalement, dont on dispose, ne sont pas forcément les plus efficaces pour montrer facilement et directement ce type de mécanisme délétère. Alors après, il y a l'épidémiologie. L'épidémiologie, c'est finalement, on avait des modèles expérimentaux, la substance a passé tous les caps, elle est sur le marché. C'est vrai pour le médicament, c'est vrai pour beaucoup de molécules. On est en droit de surveiller ce qui se passe, in fine, concrètement, chez l'homme. Donc là, il y a des enquêtes, normalement, des études épidémiologiques qui peuvent être un support très important pour déterminer l'origine d'une pathologie et l'associer une pathologie avec une substance. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'amiante, finalement. Alors, c'est un cas très spécial puisque le cancer de la plèvre est un cancer extrêmement spécifique, quasiment spécifique à ce type de substance, des fibres minérales. Donc le lien a été relativement aisé à faire. L'autre problème, l'autre versant un peu plus ennuyeux de l'affaire, c'est le temps de réaction des pouvoirs publics. Et là, je suis désolé, mais je pense que je n'ai pas encore ce pouvoir de levier rapide. C'est extrêmement aussi compliqué avec les intérêts économiques, etc. C'est extrêmement complexe, même si je suis d'accord avec vous, le constat est tout à fait navrant. Une autre question. J'ai une question ici. Et puis une autre là-bas ensuite. Allez-y, madame. Je voudrais savoir si on est encouragé à se chauffer au bois. Est-ce que le chauffage au bois peut être dangereux? Et si oui, est-ce que, par exemple, en aérant la maison, on diminue ce danger d'exposition à d'éventuelles poussières du bois ou je ne sais quoi? Est-ce qu'on sait? Alors, le chauffage au bois, clairement, produit beaucoup de particules, hein, ça c'est connu, qui vont se charger de beaucoup de choses. Donc, mais c'est en même temps, c'est finalement un chauffage assez ancestral, le chauffage au bois, quoi. Je pense qu'on a tous connu des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont vécu centenaire et qui sont chauffés au bois toute leur vie. Le problème n'est pas là. Je pense qu'en revanche, aérer effectivement la maison, ça me paraît une mesure tout à fait intéressante et qu'il faut suivre, je pense. Typiquement, mais c'est valable pour tout ce qu'on appelle polluants domestiques, hein, dont on a beaucoup parlé. L'école, des parquets, le benzène, etc. Aérer une maison, je pense que c'est aérer une voiture aussi, parce qu'on est plus exposé dans une voiture qu'à l'extérieur d'une voiture, par exemple. Donc le fait d'aérer, vous diluez tout simplement d'éventuelles concentrations de produits toxiques. Le chauffage au bois est un polluant domestique?
Non, ce n'est pas considéré comme polluant domestique. Mais c'est un gros producteur de particules, clairement. Ouais. Merci pour cette question. Je parlais pas c'est la conséquence, en fait, un peu, quand on les utilise beaucoup. Non, c'est pas du tout pareil. Non, là, entre la miniaturisation d'un téléphone et les ondes que le téléphone émet, il y a une différence. Alors, je parlais du fait que ça soit plus petit. Non. La nouvelle technologie. Le but de ces nanotechnologies, en l'occurrence en étant utilisées dans l'électronique, c'est de réduire effectivement et d'augmenter la capacité de mémoire. Mais je ne sais pas si je vais vous rassurer, mais pour cette branche, ce domaine d'activité, la nano, c'est grand pour eux. Ils sont encore en dessous. Hein. Les nanos, c'est très grand pour eux. Ils sont vraiment au femto, quelque chose de très petit encore. La radiofréquence, je ne sais pas si vous voulez en parler, mais c'est encore autre chose. Si, je voudrais aussi savoir au niveau des ondes. Alors, les ondes. Ah oui, ça c'est important qu'on sache. Oui. Si on peut savoir. Je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, mais il se trouve qu'il y a l'Agence nationale de sécurité sanitaire, donc l'ANSES, l'agence française, qui vient vraiment d'éditer un rapport extrêmement complet et totalement réactualisé, un rapport de plus de 400 pages qui est téléchargeable, qui est gratuit, public. Donc c'est un collectif quand même d'experts totalement indépendants, sans conflit d'intérêts, etc. Pas de problème là-dessus, qui a donc planché, et les conclusions sont quand même assez nettes. C'est non, si on reste sur la thématique cancer, non, les radiofréquences n'augmentent pas l'incidence de cancer, quel que soit le type de cancer. Il y a juste, pour les très très gros utilisateurs, j'ai calculé, ça doit représenter 5 heures par jour pendant 1 an, tous les jours de l'année. Bon, c'est vraiment les gros utilisateurs où il y a le doute n'est pas totalement levé, donc ça ne veut pas dire que c'est avéré, pour un certain nombre de gliomes, cancers extrêmement rares. Mais globalement, que ce soit des effets cancérogènes ou sur le système nerveux central, les conclusions sont assez éloquentes et ne montrent pas d'effet. Merci Fabrice Neslany. Je vous propose de laisser votre place, et si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit après pour quelques sujets que ce soit, on aura l'occasion de reparler, de laisser votre place. Vous vouliez aborder... Oh, allez-y, on ne vous a pas vu, c'est pour ça qu'on vous dit de vous lever. Hein. Voilà. Après, on passera au risque génétique. Justement, vous parlez des radiofréquences. L'ANSES, aujourd'hui, sort un nouvel approché sur l'étude des radiofréquences. Le rapport dont je parle date... Non, mais là, c'est aujourd'hui. Un nouvel appel à projet sur les recherches. Preuve que, malgré tout, on ne sait pas encore trop s'il y a réellement une... Oui, Parce qu'il n'y a pas que les téléphones. Hein. Il y a le téléphone, il y a le Wi-Fi, il y a la télé, etc. etc. Oui, mais le téléphone, vu la proximité avec certaines zones du cerveau et son potentiel application, mais effectivement, l'appel à projet porte sur des compléments d'études, parce que certaines études ont été retenues avec des lacunes assez graves, donc il serait souhaitable d'avoir des résultats consolidés. Vous avez parlé du plan Ecophyto. C'est un très beau plan, sauf que, dans la pratique, la quantité de pesticides utilisés continue à croître. Non, ça c'est faux. C'est faux parce que... Attendez, je suis désolé. J'ai les derniers chiffres de l'UIPP, l'Union professionnelle des producteurs, qui dit que l'an dernier, la production de pesticides a encore augmenté de 2%. C'est pas une association, ce sont les producteurs eux-mêmes qui le disent. Ce qui est faux, alors, évidemment, si vous regardez par rapport à l'année dernière, augmentation de 2%. Mais depuis 1993, qui est la date d'application de la directive 91/414, qui est la directive qui a permis le renouvellement automatique des évaluations des phytosanitaires, des pesticides, on est passé de plus de 900 substances actives à peu près 300 aujourd'hui. Et moi, je parle en tonnage. Hein. En tonnage utilisé. Alors, il y a peut-être moins de produits. Le plan Ecophyto, effectivement, concerne encore une fois une réduction, comme je l'ai rappelé, non pas forcément des tonnages, mais des substances actives. Oui, enfin, oui. Il y a peut-être moins de substances, mais il y a toujours plus en plus de pesticides utilisés. Mais moi, je ne suis pas un grand partisan du plan Ecophyto. Je peux même vous dire pourquoi, si vous voulez.
Alors, l'idée, au départ, elle est tout à fait louable. Effectivement, réduire le nombre de phytosanitaires, avoir une culture vertueuse, ne traiter que quand il faut, ça me paraît, entre nous, la moindre des choses. Et c'est normalement ce qui devrait se faire, étant donné les étiquetages qu'on a sur les produits commercialisés. Normalement, on doit traiter à des périodes bien précises, selon des doses tout à fait fixées. Normalement, l'utilisation devrait, si elle était respectée, ne devrait pas poser autant de problèmes qu'elle ne pose aujourd'hui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple en France, la production de blé, plus de 50% part à l'étranger. Finalement, le plan Ecophyto va concerner des pays, des populations de pays étrangers, en fait. En revanche, de notre côté, on importe beaucoup de produits qui ne sont pas forcément concernés par le plan Ecophyto. Donc, pour le consommateur, à mon avis, la différence, elle est totalement négligeable. Donc c'est pour ça que je ne suis pas un partisan du plan Ecophyto. Messieurs, je pense qu'il ne concerne pas exclusivement la population. Je ne dis pas que vous êtes hors contact, il faudrait que tout le monde puisse parler. Parce que vous avez dit, par exemple, concernant les perturbateurs endocriniens, qu'il y avait encore des doutes, mais je vous signale que si on fait un peu d'histoire, combien on a vu de grands scientifiques montrer que le tabac n'était pas dangereux et même était bon pour la santé? Combien a-t-on vu de scientifiques dire que l'amiante ne présentait pas de danger, alors, etc. Très brièvement, parce que je voudrais vraiment laisser la parole. Oui, c'est ça, je voudrais que le docteur Sylvie puisse parler. Les doutes que j'ai émis, c'est de la façon dont on doit évaluer les risques. C'est le seul doute que j'ai émis. Sur leur dangerosité, à partir du moment où ils seront avérés, je n'y reviens pas, bien évidemment, je n'ai pas de doute. Moi, je vous propose, si vous avez le temps tous les deux, et que d'autres personnes parlent aussi, que vous vous retrouviez après le débat. Non pas que je veuille arrêter la discussion, mais c'est que là, on est en train de s'échapper un peu du vrai fond du sujet, qui est le cancer et les risques. Comment dire, de façon à ce que ça soit perceptible pour tout le monde. On va donc parler de génétique maintenant, si vous le voulez bien, avec vous, professeur Sylvie Manouvrier. Est-ce qu'il y a des prédispositions génétiques? On dit parfois ma mère, ma grand-mère, mon père, il y a plein de cancers dans la famille. Comment ça se fait? Est-ce que je risque moi aussi d'attraper quelque chose? C'est la question qu'on va se poser. Ce sont les questions qu'on va se poser tout de suite avec vous. Alors effectivement, le diagnostic de cancer est déjà un diagnostic difficile à entendre. Et si en plus on commence à se poser la question de savoir s'il peut concerner d'autres personnes de la famille, c'est bien évidemment quelque chose qui peut être extrêmement lourd et douloureux et difficile. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la très grande majorité des cancers ne sont pas génétiques. C'est-à-dire que dans la très très grande majorité des cas, il y a pas ou très peu de caractère héréditaire, et la réparation cellulaire permet aux cellules de rester tout à fait normales, et il faut accumuler à la fois des facteurs d'âge, d'environnement, des facteurs viraux, on l'a vu, hormonaux, et peut-être encore plein d'autres choses non connues, avant qu'apparaisse un déséquilibre et une cellule cancéreuse. Mais il y a une petite proportion de situations où en fait l'hérédité est beaucoup plus lourde et prégnante et où il faut en faire très peu d'environnement ou de facteurs d'âge pour obtenir ce déséquilibre et l'apparition du cancer. Quand penser qu'un cancer est héréditaire? Donc, sachant que ça ne va concerner que 5% des cancers. Alors d'abord, il y a certaines maladies qui sont connues pour être des maladies prédisposant ou donnant un risque important de cancer. Tout à l'heure, je vous ai rapidement parlé de la polypose familiale. Lorsqu'il y a eu la question du cancer de l'enfant, effectivement, on sait que les polyposes familiales, qui sont des maladies rares, où il y a des centaines, des milliers de polypes, donc de petites tumeurs qui initialement sont bénignes, mais qui vont devenir cancéreuses sur l'ensemble du côlon. Là, ce sont des maladies dont on sait qu'elles sont génétiques. Si on a un diagnostic de polypose dans une famille, on sait qu'il y a un caractère héréditaire. Mais en dehors de ces situations qui sont tout de même relativement rares, quand on se pose la question de savoir si un cancer est héréditaire, c'est parce qu'il y a plusieurs cas de cancer dans la même famille. Mais le cancer étant une maladie fréquente, il faut qu'il y en ait beaucoup et puis qu'il soit relié dans des apparentés du premier degré. Et puis, des cancers qui surviennent chez des sujets jeunes, c'est aussi un facteur qui permet de se poser la question. Et si on se pose la question, il faut la poser, la question, il faut venir voir une consultation oncogénétique qui a pour objectif de repérer les personnes qui sont à risque de cancer et les prendre en charge. Pas juste dire, oui, vous avez un risque augmenté de cancer. L'idée, c'est aussi de prévenir et de traiter. Alors, comment se transmettent ces maladies? Dans la très grande majorité des cas, on dit qu'elles sont autosomiques. Ça veut dire qu'elles peuvent atteindre les garçons ou les filles, être transmises par les pères ou les mères, et dominantes.
Alors, toutes nos informations génétiques, sauf celles qui sont portées sur les chromosomes sexuels, nous les avons en double exemplaire. Une copie qui vient de notre papa, une copie qui vient de notre maman. Pour simplifier, je vous ai représenté des chromosomes. Mais ce n'est pas à l'échelle du chromosome que se situe l'anomalie, c'est à l'échelle de la molécule d'ADN qui constitue ces chromosomes. Donc vous voyez que le malade, il a une anomalie sur une des deux copies. C'est celle qui est représentée en rouge. L'autre est normale. Et son conjoint, lui, n'est pas concerné. Quand ils vont avoir un enfant, lui, il va transmettre soit la copie anormale, qui va aller avec l'un ou l'autre des copies de son conjoint, soit la copie normale, également avec l'une ou l'autre de celle de son conjoint. Et donc, dans 50% des cas, les enfants seront porteurs de la mutation, quel qu'ait été le sexe du parent transmetteur et quel que soit leur propre sexe. Et dans 50% des cas, ils ne seront pas porteurs. Ceux qui ne sont pas porteurs auront un risque de cancer équivalent à celui de la population générale, c'est-à-dire pas zéro, et ceux qui sont porteurs auront un risque augmenté de cancer, mais qui n'est pas 100%, qui dépend du type de mutation, du gène concerné, etc. Chaque cas est particulier. Alors, on va avoir des histoires familiales un peu comme ça. Donc là, ici, c'est une famille de cancer du côlon. Vous voyez que sur plusieurs générations, eh bien, il y a des personnes qui ont présenté des cancers du côlon à des âges différents. Et le cancer de l'endomètre, on a parlé tout à l'heure du col de l'utérus, ici c'est le corps de l'utérus, eh bien, les gènes qui prédisposent au cancer du côlon prédisposent aussi au cancer de l'endomètre. Et on voit donc des familles avec plusieurs personnes qui ont un risque de cancer. Et là, une autre famille, avec là, ici, un cancer du sein. Alors, vous voyez que plusieurs femmes ont été atteintes de cancer du sein dans cette famille à des âges différents. Et vous voyez que 2 d'entre elles sont reliées par un homme qui, lui, n'a pas fait de cancer, la grand-mère et la petite-fille. C'est bien pour vous montrer que ces anomalies peuvent être également portées par les hommes ou les femmes, mais quelquefois ne concerner qu'un sexe. Donc, c'est le cas pour les prédispositions au cancer du sein et de l'ovaire, où les hommes ont un risque très faible de cancer du sein et un petit peu augmenté également de cancer de la prostate, mais le plus souvent ne feront pas de cancer eux-mêmes. Un homme peut avoir un cancer du sein? Un homme peut avoir un cancer du sein, il a une glande mammaire, elle est de très petite taille, la probabilité est très faible quand on est concerné par ces mutations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la transmission peut se faire quand même par le père. Donc, par contre, si on n'est pas porteur, on ne transmettra pas. Mais là, on a l'impression d'un saut de génération. La mutation elle-même n'a pas sauté la génération, c'est juste l'expression. Alors, comment faire le diagnostic? Eh bien, on va évoquer une prédisposition génétique au cancer, on l'a vu en fonction de l'histoire familiale, de l'âge, du type de la tumeur. Et puis ensuite, une fois qu'on aura effectivement eu en consultation confirmation qu'on peut évoquer un problème héréditaire au cancer, eh bien, on va proposer au malade une analyse génétique, donc une analyse ciblée sur les gènes concernés par la maladie en cause. Si c'est une prédisposition familiale au cancer du sein et de l'ovaire, c'est certains gènes qu'on va étudier. Si c'est une prédisposition familiale au cancer du côlon, c'est d'autres gènes qu'on va étudier. Alors, l'idée, c'est d'identifier l'anomalie génétique, donc la mutation responsable des cancers dans la famille. Ça se fait sur une prise de sang. Donc pour le patient, c'est une simple prise de sang. Pour le laboratoire, c'est beaucoup plus compliqué. Identifier une anomalie génétique, c'est comme essayer de trouver une aiguille dans une meule de foin ou lire une recette écrite en hiéroglyphes qu'on a un petit peu de mal à comprendre. Donc ça prend 6 mois, 1 an avant d'avoir le résultat chez la personne malade. Alors, c'est une analyse... malade ou prédisposé? Pour l'instant, on est chez le malade. Tant qu'on n'a pas identifié l'anomalie chez le malade, on ne peut pas la rechercher chez les personnes de la famille. Donc, dans un premier temps, on va chercher chez le malade. Donc, c'est une analyse qui est gratuite, mais pas gratuite pour la société. Donc, c'est pour ça qu'on fait très attention à bien cibler les personnes chez qui on va faire cette analyse et qu'on ne peut pas le faire chez tout le monde. Il faut vraiment qu'on ait des arguments pour penser qu'il y a une prédisposition familiale au cancer. Donc, ce n'est pas le chromosome qu'on va étudier. Je vous ai montré tout à l'heure un chromosome pour simplifier. C'est l'ADN. Et vous voyez que l'ADN, c'est la succession de petites lettres. Et il va falloir trouver quelle est la lettre qui dysfonctionne, qui n'est pas normale, qui est en plus, en trop, en moins, ou le mot en plus, en mot, en moins, en trop ou en moins, c'est compliqué. Et c'est différent dans chaque famille. Même si c'est les mêmes gènes qui sont impliqués, par exemple, dans le cancer du sein, ça ne sera jamais la même erreur d'une famille à l'autre. Donc, il faut d'abord l'identifier chez un malade. Alors, pourquoi identifier cette anomalie? D'abord, pour le patient lui-même,
pour prévenir les autres risques tumoraux. C'est sûr que s'il y a une prédisposition génétique au cancer, eh bien, il y a un risque augmenté de deuxième cancer. Et pour les apparentés, parce qu'il faut essayer de trouver ceux qui sont à risque, ce qui permettra de leur proposer des mesures de prévention. Et puis, bien sûr, ça permet aussi de rassurer ceux qui ne sont pas porteurs. Donc, ceux qui n'ont pas hérité de la mutation, une fois qu'elle a été identifiée dans la famille, c'est facile de la chercher chez eux. Là, on n'a plus 6 mois, 1 an pour avoir les résultats, quelques semaines, puisqu'on sait ce qu'on cherche. Et ceux qui ne l'ont pas, ils peuvent être rassurés, ils ne l'ont pas. Leur risque de cancer est celui de la population générale. Et ceux qui n'ont pas, ils n'ont pas pu le transmettre à leurs descendants. Donc, on rassure également leurs descendants. Et l'idée, c'est donc, une fois que la mutation a été identifiée, que la personne qui a cette mutation prévienne ses apparentés. Eux peuvent décider s'ils ont envie de savoir ou de ne pas savoir, de faire ce fameux test qu'on appelle un test génétique prédictif, puisque eux ne sont pas malades. Et on utilise beaucoup les services des psychologues parce que c'est difficile de faire ce genre de test et de décider, oui, j'ai envie de savoir ou non, j'ai pas envie de savoir, même si l'idée, c'est de mettre en place les mesures de prévention après. Et on n'a pas le droit de faire un test prédictif chez un enfant, sauf si c'est une maladie qui peut se déclarer dans l'enfance. Sinon, on attend toujours l'âge de la majorité, puisque c'est l'âge auquel on mettra en place les mesures de prévention. Et comme ça permet à la personne de prendre le temps de décider si elle veut ou non faire ce fameux test. Quand vous dites « j'ai envie de savoir », est-ce que derrière ça, il y a quand même une certitude? Est-ce qu'on peut dire oui, vous allez être malade, ou vous serez peut-être malade, vous avez 20%, 30% de risque? Alors, comme je disais tout à l'heure, quand on a une anomalie génétique prédisposant au cancer, on a un risque très supérieur à celui de la population générale. C'est variable selon les gènes en cause, donc je ne vais pas faire de généralité, mais bon, ça peut être par exemple 5% de probabilité d'avoir un cancer du sein dans la population générale, 5 à 10%, et ça peut passer à 50, 60% si on a la mutation, mais ça n'est pas du 100%, mais le risque est très nettement augmenté. Donc ici, c'est pour montrer comme c'est difficile pour la personne chez laquelle on a identifié la mutation. Vous voyez, dans cette famille, on identifie la mutation chez une jeune femme qui a eu un cancer du sein à 31 ans. Et bien maintenant, il faut qu'elle porte l'information à toute sa famille et c'est extrêmement lourd. Et bien sûr, ce n'est pas le médecin qui peut le faire puisqu'il est soumis au secret médical. Donc c'est difficile pour elle. Et donc pour les apparentés, c'est encore une fois ce que je vous ai dit, c'est de la médecine prédictive, il y a un encadrement juridique et l'aide de psychologues dans la mesure du possible. Alors après, une fois qu'on a une mutation, identifier une mutation, soit chez quelqu'un qui a été malade, soit chez quelqu'un qui n'a jamais été malade, mais qui fait partie d'une famille où il y a un malade, eh bien, on va proposer des mesures de prévention. Ces mesures de prévention, elles sont variables selon le type de cancer, selon le type de mutation, et il y a des recommandations nationales de l'INCa, donc qui sont pour toutes sortes d'anomalies génétiques. Je vous ai mis, pour vous montrer un peu comment ça se présente, voilà les recommandations pour les personnes porteuses d'une mutation BRCA1 ou BRCA2, ce sont les mutations qui prédisposent au cancer du sein et de l'ovaire. Donc, par exemple, sur le plan de la surveillance mammaire, il y a des recommandations précises sur les possibilités de surveillance au niveau mammaire, par IRM, échographie, mammographie. Mais on peut aussi discuter de la mastectomie bilatérale, et vous en avez beaucoup entendu parler, avec Angelina Jolie. Là, voilà. Donc là, c'est une petite partie du texte qu'elle a fait paraître dans le New York Times, où elle expliquait que sa maman était décédée beaucoup trop jeune et qu'elle ne voulait pas, ne pas pouvoir s'occuper de ses enfants et plus tard de ses petits-enfants. Et donc, elle a été jusqu'à la mastectomie bilatérale. C'est une option qui est proposée, de même que la surveillance. Et après, à chaque femme de décider ce qui est le mieux pour elle. Là aussi, nous aidons des psychologues. Voilà ce que j'avais à vous dire et je suis prête également à répondre à vos questions. Vous parliez de mastectomie bilatérale, c'est quelque chose qui se pratique, on ne va pas dire couramment bien évidemment, mais c'est une démarche que vous rencontrez parfois, peut-être professeur Bonneterre ou Sylvie Manouvrier, est-ce que ce sont des cas que vous rencontrez? Alors de plus en plus, et peut-être un peu plus depuis justement la médiatisation par Angelina Jolie. Il faut savoir que lorsqu'il s'agit d'une mastectomie préventive,
Elle est faite donc, dans de meilleures conditions puisqu'elle est faite chez une personne qui n'a pas de cancer. On peut prendre le temps de la réflexion et bien préparer l'intervention. Et elle est faite en commun par un chirurgien gynécologue et par un chirurgien plasticien. Donc, ils travaillent ensemble sur l'intervention. Alors maintenant, c'est quand même une intervention effectivement extrêmement lourde à laquelle il faut bien réfléchir. Mais dans les familles où il y a eu des décès précoces de très jeunes femmes, eh bien, c'est souvent, enfin, ça peut être l'option que les jeunes femmes de la famille privilégient. Donc on enlève les 2 seins. On enlève les 2 seins et on met une prothèse dans le même temps. C'est ce qu'a fait Angelina Jolie. C'est ce qu'a fait Angelina Jolie, oui, effectivement, et qui en a parlé. Ça a un côté un peu violent, mais sans jugement. Hein, quand je dis ça, vous le disiez, hein, c'est à mettre en balance, comprendre l'état d'esprit. C'est à mettre en balance avec une surveillance annuelle mammaire par échographie, IRM, mammographie, tous les ans. À partir de l'âge auquel le diagnostic est fait, donc qui est variable aussi en fonction de l'âge auquel les personnes ont été malades dans la famille. Mais s'il y a des cas de cancer à 25-30 ans dans une famille, on va proposer une surveillance à partir de l'âge de 20 ans. Et pour certaines femmes, c'est trop lourd, cette surveillance qui revient tous les ans. Alors après, c'est vraiment la décision de chacun. C'est pour ça qu'on implique beaucoup les psychologues aussi dans ces décisions, parce que c'est des décisions qui ne sont pas évidentes à prendre et dans des familles qui sont souvent lourdement touchées. C'est indispensable, le psychologue, évidemment. Oui, clairement. On a une augmentation du risque de cancer, de certains types de cancers avec ces maladies inflammatoires. Oui. Il y avait une autre question, mais si vous vous levez. Allez-y. Qu'entend-on par cancer in situ? Le cancer in situ, qu'est-ce qu'on entend par cancer in situ? Je vous cite la question. Alors, on va repartir en biologie, là. Je suis désolé, mais on a par exemple, dans le cas, on va prendre l'exemple du cancer du sein, parce que c'est peut-être le plus simple à expliquer, c'est un bon modèle. Vous avez des cellules qui sont sur ce qu'on appelle une membrane. Une membrane qu'on appelle la membrane basale, techniquement. Et il est tout à fait possible d'avoir des cellules cancéreuses, mais qui n'ont pas traversé la membrane basale. La membrane basale, c'est un mur. C'est-à-dire que si ça ne passe pas le mur, ça ne peut pas donner de métastase. Et on ne classe pas toujours les cancers in situ dans les cancers, d'ailleurs. Donc, ça s'appelle cancer in situ, ça s'appelle aussi épithélioma intraépithélial. Enfin, il y a différents noms qui veulent dire la même chose. Donc, il faut les traiter. En fonction du type de cancer in situ, on fait de la chirurgie uniquement ou on fait de la chirurgie et de la radiothérapie. Et ça empêche qu'il y ait une invasion, c'est-à-dire que ça devienne un cancer qui peut donner après des métastases. Voilà pour votre question. Merci. Je vais repartir sur l'exemple du col de l'utérus. Vous avez également, tout à l'heure, quand j'évoquais les lésions précancéreuses qui sont faciles à soigner, effectivement, c'était derrière cette définition de lésions précancéreuses, ce qu'on appelle des cancers in situ, c'est-à-dire qui sont encore enfermés par cette membrane basale et qui sont donc très localisés et qui sont donc faciles à résoudre par une petite chirurgie. Avant de prendre la question suivante, on confond souvent, et vous l'avez abordé il y a quelques instants, le cancer du col de l'utérus et le cancer de l'utérus. C'est bien deux choses totalement différentes. Et quand on parle de vaccin, par exemple, ça concerne le col de l'utérus. Ce sont deux choses distinctes. Alors c'est vrai que il n'y a peut-être pas beaucoup de femmes qui savent ce que c'est que le col et le corps de l'utérus. On va dire que le col, c'est la porte d'entrée de l'utérus qui va s'ouvrir au moment de l'accouchement. Et qu'on peut sentir, si on met un doigt au fond du vagin, on aura une sensation de bout du nez, comme ça c'est son col. Et le corps de l'utérus, c'est ce qui va donc porter l'enfant, dans lequel va se développer l'enfant. Le cancer du col est dû à un virus. Le cancer du corps, ça n'a rien à voir. Ça peut être un cancer héréditaire, mais encore une fois, c'est une minorité de cancers du corps qui sont d'origine héréditaire et génétique. Et la grande majorité des cancers du corps ont plutôt des origines hormonales et liées aussi à l'obésité et certains facteurs
on va dire, environnementaux un voilà. peu et de mode de vie, peut-être. Ah, ça c'est pour vous, professeur Manouvrier. Alors, c'est difficile les cas particuliers, madame. Donc, en fait, comme on le disait tout à l'heure, la majorité des cancers de l'enfant ne sont pas des cancers génétiques. Donc, ça dépend du type de cancer qu'a votre petit garçon. Dans la majorité des cas, on ne proposera pas d'analyse génétique parce qu'aussi on n'a pas d'analyse génétique à faire parce qu'on sait que c'est un cancer non héréditaire. D'accord. Et donc si les gènes, ils ont dû muter dans la petite enfance, comme vous aviez dit. Alors, il peut s'agir de mutations, donc ça c'est ce qui a été expliqué aussi, c'est-à-dire d'anomalies de l'ADN qui ont été acquises. Il y a une anomalie qui n'existait pas au départ, donc qui n'est pas héréditaire, qu'on ne retrouvera pas dans son sang et qui a été éventuellement acquise à l'échelle de la cellule, qui a fait que cette cellule, elle s'est mise à se diviser de manière anarchique. Mais ça peut être aussi d'autres mécanismes. Mais a priori pas génétique. Mais le plus souvent pas génétique. Donc là, la question est à poser à l'oncologue qui suit votre enfant. Et lui, il vous dira, et si c'était un cancer génétique, il vous aurait orienté vers une consultation de génétique, je pense. S'il n'a pas fait, c'est que ça ne doit pas être un cancer génétique. Levez-vous, comme ça on vous repère vraiment bien. Plein de petites mains qui se lèvent. Rebonsoir. Je voudrais savoir quelle est la prévention pour les enfants. La prévention, c'est ça? Contre les cancers. Est-ce qu'il existe une prévention? Qui peut répondre? Professeur Bonneterre, vous pouvez répondre conjointement, hein, bien sûr. À ma connaissance, avec les réserves que j'ai indiquées, puisque je ne suis pas du tout spécialiste d'oncologie pédiatrique, mais il n'y a pas de prévention. Il peut y avoir des diagnostics précoces, mais la prévention, je n'en connais pas. Après, on peut parler de mode de vie, comme vous disiez, de qualité de vie. Dans les situations très exceptionnelles où on est devant des cancers héréditaires pouvant se manifester dans l'enfance, mais c'est vraiment très exceptionnel. Là, on va proposer des mesures de prévention aux enfants porteurs, mais c'est complètement exceptionnel. Et sinon, eh bien, c'est les mêmes règles de prudence que celles qu'on va donner dans la population générale. Une autre question? Si je peux peut-être... En fait, ce n'est pas directement réponse à la question, mais je rebondis un petit peu sur ce que j'envisageais de faire tout à l'heure. C'était la cancérogénèse, c'est toujours un phénomène extrêmement long. Hein. Ça prend en général des années. C'est pour ça qu'il y a un temps aussi long, en particulier pour les médicaments. Les nouveaux médicaments sont toujours commercialisés avant qu'on ait les résultats des tests de cancérogénèse. Il y a les premiers tests qui sont faits, en particulier de mutagénèse, mais de cancérogénèse, en particulier chez l'animal, on ne peut pas les avoir. Et quand vous parlez de prévention, je cite un exemple simplement, là, très particulier, ça remonte à l'explosion atomique d'Hiroshima et Nagasaki. On a eu une augmentation des cancers du sein chez les femmes qui ont été irradiées, uniquement quand elles ont été irradiées entre la puberté et la première grossesse. Donc le plus près possible de la puberté. Parce que c'est là, pour le cancer du sein, qu'on a les premières lésions du début de cancérisation. Donc ce sont des phénomènes qui sont extrêmement longs. Donc on ne voit pas bien en oncologie pédiatrique comment on pourrait avoir, à part des situations exceptionnelles génétiques, des préventions ou des facteurs de risque connus. Professeur Manouvrier, des thérapies qui seraient liées à la génétique? Je peux tenter de répondre. C'est un petit peu compliqué. Déjà, modifier un gène, donc ça dépend de ce dont on parle. Hein. Si on parle de thérapie génique pour modifier les gènes qui sont mutés dans les prédispositions familiales au cancer, il faut se rendre compte que ce sont, donc, comme je vous l'ai montré, les pathologies dominantes, c'est-à-dire qu'en général, c'est la copie anormale du gène permet la synthèse d'une protéine qui n'est pas normale, qui va perturber éventuellement le fonctionnement de la protéine qui est sécrétée par l'autre copie du gène qui, elle, est normale. Si vous rajoutez une copie... Donc, ce n'est pas un gène qui est absent et qui ne fonctionne pas, c'est un gène qui code quelque chose qui n'est pas normal. Si vous rajoutez une copie normale, ben vous allez toujours quand même avoir votre copie anormale. Donc là, déjà, on n'est pas dans la bonne situation pour ce qu'on appelle la thérapie génique, c'est-à-dire éventuellement rajouter une copie normale d'un gène qui pose plein de problèmes.
de toute manière, parce qu'aller ajouter une copie d'un gène, on ne sait pas où il va se mettre, il peut aller se coller à un endroit où il va perturber le fonctionnement d'un autre gène, et donc dans les thérapies géniques, tout à fait au départ, on a quand même eu pas mal de soucis dans les premières thérapies géniques qui ont été faites. Donc la thérapie génique, on en parle, c'est quand même quelque chose qu'il faut voir avec beaucoup de prudence, tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire juste injecter une copie normale d'un gène. Après, dans la thérapie génique du cancer, ce qu'on imagine plutôt, c'est d'injecter des gènes tueurs qui, eux, vont être capables de, en quelque sorte, repérer la cellule en train de se diviser de manière anarchique et aller supprimer cette cellule-là, qui est une cellule cancéreuse, et par contre, ne pas toucher aux cellules normales en train de se diviser normalement. C'est complètement différent. Et ça s'adresse aussi bien, ça s'adresse à toutes les cellules cancéreuses, qu'elles soient des cellules cancéreuses parce que c'est un cancer sporadique non génétique ou des cellules cancéreuses parce qu'il y a une prédisposition génétique au cancer. C'est ce que je peux dire, en sachant que ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise et que, bon, c'est ce que je peux dire simplement, mais je ne suis pas la plus compétente non plus pour répondre. Fabrice Neslany, allez-y. Oui, juste pour un peu compléter, mais la réponse du professeur Manouvrier était presque complète. Donc la thérapie génique utilisée dans le cadre pour pallier un dysfonctionnement génétique, pas forcément pour soigner le cancer, fait aujourd'hui l'objet d'évaluations très rigoureuses parce qu'effectivement, il y a eu malheureusement des incidents dramatiques lors de certains essais cliniques, je pense notamment à ceux de Alain Fischer. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand vous venez insérer effectivement un gène qui est censé réparer un gène défectueux, il y a ce qui s'appelle des phénomènes encore une fois, de mutagénèse insertionnelle. Donc là, vous pouvez effectivement décaler en gros le code génétique et entraîner des mutations sur d'autres gènes qui peuvent être à leur tour malheureusement très délétères. Donc ça, c'est extrêmement complexe. Et c'est une évaluation qui se fait très spécifiquement au niveau de l'agence, ce qu'on appelait avant l'agence du médicament, donc aujourd'hui l'ANSM. Professeur Bonneterre, je pense que vous vouliez ajouter quelque chose, il me semble. Simplement dans la suite, si j'ose dire, on avance. Donc moi, je suis dans la thérapeutique, les essais cliniques thérapeutiques, et il y a bien des années, je faisais partie du groupe, justement, thérapie génique à l'ANSM. Donc on peut dire qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, ou à peu près, il y avait un groupe, enfin je pense qu'il y a toujours un groupe spécifique d'ailleurs, mais il y avait déjà un groupe spécifique, on a eu les premiers essais de thérapie génique, et sur un plan pratique, thérapeutique, ça n'a pas été couronné de succès, si bien qu'il y a eu un frein, et pas dénué de danger également, comme vous l'avez bien expliqué. Et donc, c'est quelque chose de séduisant, d'extrêmement lourd, à la fois pour développer le médicament génétique, et puis pour démontrer après qu'il s'agit d'une méthode efficace. Enfin, à ce moment-là, il y avait quelques essais cliniques en France, pas beaucoup. Actuellement, dans le domaine de la cancérologie, à ma connaissance, il ne doit pas y en avoir. Je ne pense pas. Puisqu'on parle de thérapie, justement, vous étiez dedans les thérapies, alors on va parler des thérapies chimiques. Est-ce qu'il y a une évolution dans le sens peut-être moins d'effets secondaires, moins d'agressivité? Comment ça se passe, justement, le travail autour de tout ça? On parle de chimio, on parle de radiothérapie. Schématiquement, ce qu'on peut dire, c'est que les traitements, on essaie d'avoir des traitements les moins lourds possibles. C'est-à-dire que la chirurgie devient moins lourde, la radiothérapie moins lourde au sens où elle est mieux ciblée, donc avec une irradiation des moyens techniques assez phénoménaux qui permettent de limiter les irradiations des tissus sains. La chimiothérapie au sens strict, il n'y a pas énormément d'éléments nouveaux depuis ces dernières années. En revanche, ce qui explose littéralement, c'est ce qu'on appelle les thérapeutiques ciblées, c'est-à-dire que ce sont des médicaments intelligents. Si vous voulez, la chimiothérapie, c'est une bombe qui détruit tout ce qui est sensible à la chimiothérapie, avec donc des effets secondaires qui sont plus ou moins importants suivant le type de chimiothérapie, mais en général, on se rend bien compte que ce n'est pas de l'homéopathie. Et maintenant, c'est des thérapeutiques plutôt, on va dire, intelligentes, des thérapeutiques basées
sur tout ce qui vient d'être dit, hein, sur les anomalies, des anomalies génétiques. Par exemple, maintenant, l'exemple le plus démonstratif, c'est pour un certain type de cancer du poumon, où on va systématiquement chercher des mutations, et en fonction du type de mutation qu'on va trouver, on va utiliser tel ou tel traitement de façon systématique. Donc on fait l'étude génétique d'abord, et puis en fonction du résultat de l'étude génétique, on va proposer tel ou tel traitement. Ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est forcément bien supporté. Ça dépend du type de traitement. Mais vraiment, le gros progrès, c'est ça, c'est, on va dire, des traitements, entre guillemets, intelligents, basés sur des résultats génétiques, sur la biologie de la tumeur. Un peu plus au cas par cas, c'est peut-être pas si simple que ça, mais moins généraliste, moins généralisé. Beaucoup moins généraliste, c'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Alors, parmi les traitements intelligents de demain, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, il y a les fameuses nanoparticules, donc des médicaments qui vont être véhiculés par des nanostructures. Parce qu'il faut savoir que les cellules cancéreuses expriment, au-delà de leur modification génétique, expriment également à leur surface certains récepteurs en plus grand nombre, par exemple. Donc, ça permet finalement, si on a une affinité, donc un point de contact entre une nanostructure parfaitement bien construite, qui a une affinité particulière pour ces récepteurs, donc cette nanostructure qui va véhiculer la molécule thérapeutique, elle va vraiment aller spécifiquement, beaucoup plus spécifiquement qu'une thérapie classique sur les cellules cancéreuses. Donc elle va avoir une efficacité beaucoup plus importante à des doses bien inférieures. Et en plus, effectivement, comme l'a rappelé le professeur Bonneterre, il y aura beaucoup moins d'effets délétères sur les cellules normales, ce qui est en soi déjà un énorme progrès. Donc vraiment, il y a beaucoup d'équipes de recherche en France et dans le monde entier. Il y a déjà des autorisations de mise sur le marché, notamment aux États-Unis, de cette nouvelle thérapeutique. Beaucoup sur le cancer du sein, mais aussi des cancers très difficilement atteignables par la chirurgie classique, typiquement les gliomes, qui sont des cancers profonds très difficiles à opérer, bien évidemment. Et là, en ciblant, on a des espoirs de thérapie possibles. C'est vers ça qu'on tend, donc, en fait, hein, c'est de plus ciblé, plus affiné. Encore une ou deux questions? Un micro, s'il vous plaît. Le cancer du poumon peut-il être héréditaire dans le cas, par exemple, de la présence du gène BRCA2 dans une famille? Alors, les anomalies de BRCA2 ne prédisposent pas au cancer du poumon, prédisposent au cancer du sein, de l'ovaire, à un moindre degré de la prostate chez l'homme. Donc, pas le poumon. Et le cancer du poumon n'est pas réputé, n'est pas connu comme pouvant être héréditaire. A priori, il n'y a pas de caractère héréditaire au cancer du poumon. D'ailleurs, cancer du poumon, il y a beaucoup de cancers du poumon différents. Hein. Voilà. Mais a priori, non, pas de caractère héréditaire au cancer du poumon. Est-ce qu'un choc émotionnel peut provoquer un cancer? On entend parfois ce genre de choses. Moi, je l'ai moi-même entendu. Une question à un médecin qui dit: est-ce que vous avez perdu quelqu'un dans votre famille il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, qui pourrait provoquer un cancer du sein, par exemple? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut, entre la première cellule tumorale et le diagnostic, il y a bien 3 à 5 ans. Donc, y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui n'a pas eu un choc émotionnel dans les 5 à 10 ans qui précèdent? Ce sont des médecins qui posent ce type de questions. Donc on pourrait considérer que c'est fiable et sans arrière-pensée. Hein. Ouais, je pense que des médecins peuvent parler beaucoup aussi. Mais si vous voulez, toutes les études qui ont été faites essayant d'établir une relation entre un type de caractère, un choc émotionnel, un profil psychologique particulier et les risques de cancer ont été négatives. Tout ce qu'on peut dire. Donc on ne peut pas dire on est sûr à 100% qu'il n'y a pas de rôle, mais ce qu'on peut dire c'est que toutes les études sont négatives, donc on ne peut pas dire que ça a un rôle. Une question aussi, toutes ces questions qui sont arrivées donc, sur Internet, et peut-être que c'est pour vous l'alimentation, facteur de risque. Vous parliez de surpoids un peu tout à l'heure, quand vous évoquiez le cancer de l'utérus ou du col de l'utérus, ou de l'obésité. Est-ce que l'alimentation, je vous lis la question, l'alimentation, est-ce que c'est un facteur de risque, ainsi que le surpoids? Alors, le col, non. Le col égale virus. Donc là,
Les choses sont simples. Le corps de l'utérus, oui, il y a l'obésité est un facteur de risque. L'obésité, on n'a pas du tout parlé de l'activité physique. Par exemple, l'activité physique diminue quand même le risque de cancer, même dans le suivi du cancer du sein, dans l'accompagnement du cancer du sein. On sait que les femmes qui ont une activité physique ont moins de risques de faire des récidives. Je schématise un petit peu. Donc globalement, l'obésité, effectivement, est un facteur de risque de cancer par des mécanismes hormonaux, et on a tous intérêt, encore une fois, à ne pas être trop gros et à avoir une bonne activité physique régulière. Pour plein de raisons. Plein de raisons. Entre autres. Celle du cancer, mais aussi le cardiovasculaire, bien entendu. Allez, voilà. Je me permets de répondre à un des fragments de votre question. J'ai dit que le cancer du col de l'utérus était toujours dû à un virus HPV, mais l'HPV ne donne pas que le cancer du col de l'utérus. L'HPV, c'est quasiment 100% des cancers du col, c'est 90% des cancers de l'anus, c'est 40% des cancers de la gorge. Donc ce fameux vaccin qui fait peur à tout le monde, ce n'est que le début d'une très longue histoire. Et je passe le cancer du vagin et le cancer de la vulve. J'ai l'enregistrement, je vous cite, le seul et unique cancer d'origine virale, c'est le cancer du col de l'utérus. Vous l'avez dit. On va pas commencer à jouer au jeu de l'enregistrement. Non, mais je veux dire, au jeu des enregistrements. On est là pour parler des risques. Oui, mais c'est bien. Mais on est un peu perdu. Écoutez, en tout cas, je vous assure que ce n'est pas que l'HPV, effectivement, a d'autres cibles que le col de l'utérus. Non, votre question, c'est, puisque c'est 5%, 10%, qu'est-ce qui déclenche le cancer? C'est peut-être un peu ça. C'est pour ça que je vous disais, exprimez votre question clairement, c'est ça? On est là bon, question très claire. Bon, le risque du cancer, on parle souvent de risque et danger. Alors, le risque, il finit où? Et le danger, il commence où? Voilà, c'est une question précise. Et qui veut bien répondre? Ça me permet de rectifier, puisque je n'ai pas dit que l'environnement était 100% responsable. J'ai même donné des chiffres. Et j'ai dit que ça pouvait contribuer. Alors, j'ai bien effectivement évoqué la notion de danger. Donc le risque, c'est une conjonction entre un danger, une exposition, des prédispositions génétiques, elles existent quand même si elles ne sont pas majoritaires. C'est un mode de vie, c'est un âge, c'est une conjonction de tous ces paramètres qui peuvent, à un moment ou à un autre de sa vie, induire un cancer. Mais après, il y a les prédispositions génétiques sont importants quand même. On est tous inégaux devant la maladie, ça malheureusement c'est bien connu. On connaît tous à peu près un centenaire qui a fumé pendant toute sa vie et qui n'a pas de cancer du poumon. Voilà, c'est un exemple caricatural malheureusement de différences marquantes. Donc voilà, à mon sens, c'est une conjonction de phénomènes, l'exposition à un danger avéré, ou alors une génétique favorisant l'émergence d'une maladie, l'âge, un mode de vie, etc. C'est cette conjonction-là qui peut, à un moment ou à un autre, amener à l'incidence de tumeurs. Merci pour votre question. Ça a permis de remettre peut-être certaines pendules à l'heure, qu'on se comprenne bien, et après, éventuellement, on peut vous rencontrer pour les petits détails. Vous vouliez rajouter quelque chose, je voulais juste rajouter qu'en fait, moi, j'ai parlé du cancer clairement héréditaire, qui représente effectivement 5% des cancers. Après, comme l'a dit mon voisin, on est inégaux vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de l'alimentation, etc. Donc là, effectivement, on va réagir, et ça, c'est en partie lié à notre capital génétique, différemment aux facteurs d'environnement. Mais là, on n'est pas capable, à l'heure actuelle, de mettre le doigt sur un gène, une anomalie, etc. C'est différent par rapport aux 5% où on est capable d'identifier l'anomalie génétique, de la retrouver dans la famille et de proposer des mesures de prévention. Ça, bien sûr, de toute façon, on vit tous, donc on est tous exposés à un certain nombre de dangers, le cancer entre autres, l'accident de voiture aussi, voilà. Bon. Effectivement, je pense qu'on est tous en danger, quelque part. Vous allez pouvoir... On est heureux de vivre quand même. Dans quelques instants, justement, aller rejoindre les structures et les associations avec qui vous allez pouvoir discuter. Si vous êtes encore là, peut-être que vous allez pouvoir rencontrer le public. Je voudrais que vous clôturiez chacun par un petit mot parlant de la
prévention, et ensuite je vous laisse partir. On a parlé des risques, on a évoqué tous ces sujets, on rentre à la maison avec plein de choses dans nos têtes. Parlons de prévention, on parlait de sport, vous à l'instant. Katia, si vous voulez bien. Chacun termine avec un micro, ça va être super. Je crois qu'on l'a dit, il n'y a pas de recette, hein, mais on peut avoir la meilleure hygiène de vie possible, faire entre guillemets tout ce qu'il faut, et malheureusement, nul n'est à l'abri du cancer. Donc, en ce qui concerne le domaine que j'ai évoqué, il y a 2 choses essentielles. C'est sûr que pour éviter le cancer du col de l'utérus, il faut faire des frottis quand on a passé l'âge de la vaccination. Et pour la génération à venir, la vaccination est un très grand progrès. Un mot sur la prévention, telle que vous nous la Alors, en complément, parce que, à mon sens, tout ça, ça va être complémentaire. Bon, moi, je suis intervenu sur le volet environnemental. Donc, tant que faire se peut, se protéger des toxiques connus. On a déjà suffisamment d'inconnus devant nous. Donc, encore une fois, rappeler un mode de vie le plus acceptable possible, même si on est aussi humain, on a le droit à des excès de temps en temps, mais se rappeler de temps en temps que les excès, malheureusement, à terme, d'une façon chronique, font effectivement beaucoup de tort. Professeur Manouvrier. Juste pour dire que quand on craint éventuellement un cancer héréditaire, l'objectif, ce n'est pas d'affoler la famille, c'est de permettre de mettre en place les mesures de prévention et d'éviter le cancer chez les personnes qui sont éventuellement génétiquement prédisposées, mais aussi de dire à beaucoup de gens qu'en réalité, effectivement, même s'il y a plusieurs cas de cancer dans la famille, ben, ça n'est pas génétique, c'est parce que le cancer n'est pas forcément une maladie exceptionnelle et qu'il n'y a pas de risque particulier chez eux. Et puis rassurer ceux qui ne sont pas porteurs des mutations. Donc l'idée, ce n'est pas d'affoler tout le monde, et c'est quand même aussi la prévention qui est quand même le maître mot de la soirée, je pense. Prévention et dépistage, professeur Bonneterre. Alors dépister, oui, mais uniquement les cancers pour lesquels il est utile de dépister. Hein, c'est-à-dire qu'en dehors du col utérin dont on a déjà parlé, cancer du sein, cancer colique, et dans les tranches d'âge qui ont été proposées, et éviter le surdépistage. Hein, ça ne sert à rien de dépister en dehors des périodes qui ont été proposées. Je parle bien de dépistage, que s'il y a un signe anormal, il faut rechercher. Et ça ne sert à rien non plus de multiplier les examens, comme on voit quelquefois des femmes qui ont des mammographies en série, ce qui devient, alors là, dangereux, parce que ça fait quand même des doses d'irradiation qui sont non négligeables. Merci mesdames, merci messieurs, merci à vous tous d'être venus pour vos questions aussi qui ont fait avancer le sujet. On vous propose de... Merci. À tous les 4. On vous propose donc de se retrouver à l'extérieur avec les associations, les structures auxquelles vous allez pouvoir poser d'autres questions. N'oubliez pas de remplir votre petit questionnaire, c'est très utile pour la prochaine soirée santé. Par exemple, qui aura lieu le 11 février, ici même. Les soins palliatifs, vivre la maladie autrement. On aura l'occasion d'en reparler sous cette forme-là. Et encore mieux, puisque vous allez nous donner des idées pour la suite. Rentrez bien, bonne soirée, merci à tous. Merci beaucoup.